Europe 1, 18h. Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve. Et nous voilà repartis dans les débats d'Europe Soir qui, vous le savez, sont avec vous jusqu'à 20h. Et avec moi autour de la table, le porte-parole de Territoire de Progrès, Édouard Dorian-Sipel, le vice-président de la région Île-de-France, Patrick Caram, porte-parole de Marine Le Pen, Andrea Cottarach, et le président du think tank Le Millénaire, William Tay. On a entendu Marine Le Pen dans cette dernière demi-heure entre 17h30 et 18h. Marine Le Pen en meeting à Avignon. C'était jeudi soir. Emmanuel Macron, lui, a pris la parole à 15h30 tout à l'heure. Grand meeting axé sur l'écologie, thème sur lequel on l'avait critiqué en disant qu'on n'avait pas les tenants, les aboutissants. Donc c'était là, en l'occurrence, une opération pour déminer ce sujet et bien insister sur les différentes facettes que pourrait avoir le quinquennat Macron 2 sur la question de l'écologie. Marine Le Pen était ce matin pas en reste, mon cher Victor Chabert, bonsoir. Bonsoir. Puisqu'elle était à Saint-Rémy-sur-Avre dans l'Eure et vous l'avez suivi. Oui, Marine Le Pen a voulu jouer les deux France avec Emmanuel Macron qui était à Marseille, deuxième ville de France, et elle qui veut se montrer la candidate de la proximité, la candidate de la ruralité. Donc elle est allée à Saint-Rémy-sur-Avre, c'est une petite ville de 4000 habitants à 1h30 de Paris. Elle a joué donc le contact avec les Français, la proximité, mais dans une ville où elle est arrivée largement en tête, 37% au premier tour, Emmanuel Macron 22%. Donc c'est jouer la proximité mais sans prendre de risques, et c'est toute la stratégie de Marine Le Pen depuis maintenant dimanche dernier, où on la voit avec de belles images, au contact des Français, dans des villes où finalement qui lui sont toujours très favorables. On a entendu les dernières phrases du discours de Marine Le Pen de jeudi soir qui disait « Ne vous laissez pas dicter votre vote ». Est-ce que c'était, j'allais dire, le même acabit ce matin ? Oui, depuis maintenant une semaine, elle dit « Si le peuple vote, le peuple gagne ». C'est une des craintes d'ailleurs de Marine Le Pen, elle l'avait déjà au premier tour, c'est que son électorat se démobilise, se dise « Ah, finalement on est dans le même scénario que 2017, elle passera pas, donc ça sert à rien d'aller voter ». Donc elle est vraiment dans cette idée de surmobiliser son électorat et d'essayer de rassembler au maximum avec ses contacts et ses images, ces belles images au contact des Français, sans problème, sans dérapage, et d'ailleurs avec une stratégie de rassemblement où elle va même parfois à l'encontre de ses propres convictions, propositions. On l'a vu ce matin sur le voile, où elle a dit qu'elle n'était pas obtuse, alors que elle a proposé et martelé vendredi qu'il fallait interdire le voile. Maintenant, elle se dit pas obtus, et que finalement, il y aura un débat à l'Assemblée nationale, et que si jamais les citoyens ne sont pas d'accord, ils auront le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qu'elle propose, donc 500 000 citoyens qui pourront déclencher un référendum. Dernière question, Victor, quand vous autres journalistes, vous lui parlez d'Emmanuel Macron, de son rival au second tour, des propositions qu'il fait, comment est-ce qu'elle réagit ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est du balayage d'un revers de la main ? Est-ce que c'est de l'argumentation ? Alors elle balaye beaucoup, mais surtout ce qui l'étonne, c'est la brutalité d'Emmanuel Macron. Il y a une tentative de rediabolisation sur absolument tous les sujets qu'elle essaie de déminer au fur et à mesure. On l'a vu ce matin avec le voile, Emmanuel Macron a essayé de la renfermer dans ce sujet. Donc elle est plus en position défensive, vous diriez ? Elle est dans une position de pas de polémique, rassemblée au maximum, et d'éviter vraiment de se faire enfermer dans un coin où on pourrait la rediaboliser. Merci beaucoup Victor Chabert de ces explications. Vous suivez à l'extrême droite pour Europe 1, et là en l'occurrence Marine Le Pen qui au dernier rolling IFOP est à 46,5 contre 53,5 pour Emmanuel Macron dans cette hypothèse d'intention de vote au second tour. Andrea Cottarach, vous avez entendu les explications de Victor Chabert quand Victor dit elle est en opération déminage, ça plombe pas un peu l'élan que pourrait avoir une campagne pour le second tour ? C'est-à-dire déminage, et déminage sur quoi ? Savoir de quoi on parle. Moi, je crois tout d'abord, point 1, c'est elle s'est rendue dans une ville moyenne, dans une petite ville, dans cette fameuse diagonale du vide, vous savez, qui part de la Somme jusqu'au Pays Basque, c'est-à-dire que cette France-là, c'est cette France qui travaille, ce sont ses actifs, puisqu'il y a plus d'actifs qui votent pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron, mais c'est cette France qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est cette France qu'Emmanuel Macron a démembrée, a abandonnée, c'est cette France qui n'a plus d'hôpitaux,
C'est cette France qui n'a plus de gare, c'est cette France qui n'a plus d'école. C'est la France C'est cette des oubliés. qui est dans des déserts médicaux. C'est cette France des Gilets jaunes qui d'ailleurs souhaitait, vous vous en souvenez, un peu plus de démocratie. Ils souhaitaient le référendum d'initiative citoyenne. Emmanuel Macron leur a répondu par 2500 blessés, si l'on en croit Amnesty International. Et de l'autre côté, vous avez Marine Le Pen qui leur propose, d'améliorer nos services publics, notamment à travers les hôpitaux, d'augmenter les salaires des infirmiers, pas de manière démagogique, simplement de rattraper la moyenne européenne, qui propose notamment de renforcer le service public de la justice. En France, nous avons 12 magistrats pour 100 000 habitants. La moyenne européenne, c'est 21 magistrats pour 100 000 habitants. En Allemagne, il y en a 26 pour 100 000. Donc, quand Marine Le Pen dit qu'il nous faut plus de magistrats, il faut renforcer nos services publics, la Macronie répond par la démagogie. En réalité, on rattrape simplement le retard dans lequel nous a mis Emmanuel Macron. Est-ce que vous allez tous les deux, enfin pas tous les deux parce que vous êtes deux en studio, Édouard Dorian-Sipel pour Emmanuel Macron et Andrea Cottarach pour Marine Le Pen, est-ce qu'on va arrêter de dire diaboliser et qu'est-ce que vous venez de dire à l'instant ça commençait par D aussi, enfin, c'est-à-dire que c'est toujours diaboliser d'un côté, diaboliser de l'autre, quoi. C'est des attaques à chaque fois. Mais je vois, Édouard Dorian-Sipel. Marine Le Pen n'est pas le diable, et Emmanuel Macron n'est pas Dieu. Bon. Et Ce donc, sont deux candidats à l'élection vous pensez vous présidentielle. arrêtez là, Nous sommes dans monsieur le une... philosophe. Mais, excusez-moi, puisque Oui. j'essaye de d'éclairer les mots. Oui, en effet, Madame Le Pen n'est pas le diable. De la même façon, Emmanuel Macron n'est pas Dieu. Ce sont deux candidats à l'élection présidentielle. Nous sommes dans une démocratie laïque. Nous sommes la République. Nous ne sommes pas dans un régime théologico-politique. Moi, je crois que les questions, elles sont simples. Qui peut faire confiance à Madame Le Pen ? Bah, en l'occurrence, Non. Pour 46,5% Oui, mais attention, des ça, c'est Français le premier selon le tour, dernier hein. rolling. Jamais- Non, c'est la projection pour le deuxième. C'est des D'accord. millions de Français, quoi. Donc vous voyez bien que les Français, à ce stade, ne veulent pas, encore une fois, des Le Pen. Bah, Ils n'ont jamais voulu des Le Pen. Le pour une président raison, Macron, votre président Macron, tout Mais je à pense l'heure, qu'il y a un a danger. dit rien n'est gagné. Mais il a Écoutez-le. raison. Il a raison. Et j'appelle à tous ceux qui se sont abstenus au premier tour. Je pense qu'il y a des gens encore qui n'ont pas voté au premier tour. Il faut qu'ils réfléchissent, qu'ils méditent. Moi, j'ai envie de leur faire confiance et je vais vous dire pourquoi. Qui a envie de vivre une aventure malheureuse avec Madame Le Pen ? Et d'ailleurs, avec Le Pen, ce ne serait pas une aventure, ce serait une mésaventure. Une mésaventure française. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans la tradition du nationalisme. Elle n'est pas dans la tradition de la République. Emmanuel Macron s'inscrit, et je ne prends que la Ve République, dans la tradition de tous les présidents de la République, depuis le général de Gaulle jusqu'à lui-même, en passant par Valéry Giscard d'Estaing, par Pompidou avant, Valéry Giscard d'Estaing, ensuite François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Ils ont leurs différences, c'était l'alternance, chacun avait son style, sa politique, son centre de gravité, mais tous étaient dans la République. La tradition à laquelle se rattache Madame Le Pen, c'est celle de l'extrême droite ou celle du nationalisme. Et surtout, elle est incompétente. Je vais prendre une image très simple. Je vais prendre une image très simple. Et je vais dire les choses. C'est quoi la tradition de Madame Le Pen ? Prenons ce qu'elle dit. Et prenons-la au sérieux quand elle dit les choses. Elle veut sortir de l'Europe, même si elle n'est pas très claire. Elle veut sortir de l'OTAN ou affaiblir l'OTAN. Elle veut une nouvelle alliance avec M. Poutine, la Russie de M. Poutine qui aujourd'hui envahit et détruit l'Ukraine. C'est ça qu'on veut pour la France ? C'est ce type de destruction de notre protection la plus forte ? Ce serait une folie totale, ce serait absurde, ce serait se tirer 2 balles sur chacun de nos pieds. La France ne mérite pas une mésaventure et je pense que le choix, il est simple. On vous a entendu, le choix, il est Édouard simple. Dorian-Sipel. Bah oui, il est simple puisqu'il y a deux C'est de bulletins. préserver ce que la France Il y a a deux de bulletins. mieux. Il La faut choisir République, entre deux bulletins. une France ouverte et solide et pas quelque chose qui va dans la page du nationalisme. Le nationalisme, c'est On dangereux. vous a entendu. Andrea Cottarach et ensuite on donne la parole à William Tay et à Patrick Caram. C'est pas une vision simple, c'est une vision plutôt simpliste. Il n'y a pas 2 candidats. Il y a une candidate et un président qui a un bilan à défendre. Quand j'entends D'ailleurs, ici il est arrivé que- en tête du premier s'il vous tour plaît, avec je ce vous ai- bilan. je vous ai Non, juste- mais c'est juste Non, les oui, chiffres, d'accord, excusez-moi. bah, je vais vous- C'est un vote, c'était pas un sondage. Oui, moi je vais vous parler de votre bilan. Quand On est arrivé dit en que tête. Attendez, Pardonnez-nous. attendez. S'il vous Il plaît. vous a pas, il vous a pas interrompu. Laissez-le parler. le porte-parole de Marine ne vous a effectivement pas interrompu. Simplement, on nous dit que c'est scandaleux de discuter avec la Russie, de discuter avec Vladimir Poutine. C'est pas C'est ce qu'on dit. scandaleux. Discuter, c'est S'il une vous chose. plaît, non mais simplement. Non, mais Je- c'est pas n'importe quoi. oui. On vous parle d'alliance, c'est différent. Marine Le Pen veut faire la paix. Andrea Cottarach Marine pour Le- Marine Le Pen. Marine Le Pen veut faire la paix sur le continent. Le général de Gaulle, quand il parle à M. Staline, 2 grandes puissances nucléaires sur le continent, je ne suis pas sûr que Staline était gaulliste. De Je ne Gaulle suis pas était dans sûr l'OTAN. que
De Gaulle était stalinien. Simplement, deux grandes puissances respectueuses qui se parlent pour garantir la paix sur le continent. Si l'on ne veut pas la paix comme le souhaite Marine Le Pen, mais qu'est-ce qu'on a, la guerre? Deuxième point, le bilan de cet humanisme macroniste à géométrie variable. Il y a quand même un bilan de M. Macron. Qui est l'ami de M. Macron? C'est Mohamed Ben Salman, dictateur d'un régime théocratique aux antipodes de la République laïque. C'est cet homme qui décapite et découpe un journaliste comme M. Khashoggi. C'est cet homme qui mène la pire crise humanitaire au Yémen. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Mais qui a transféré des armes à Emmanuel Macron, à M. Ben Salman? C'est Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, il y a un bilan. Il y a cet humanisme à géométrie variable. Et de l'autre côté, il y a Marine Le Pen qui propose la paix. C'est-à-dire qu'il y a une escalade de savoir qui parle au plus terrible dirigeant de ce pays. Ah bah tiens, il a passé. Vous allez nous sortir qu'il a passé un coup de fil à Kim Jong-un. Et alors du coup, ça devient son. Je ne suis pas là-dedans. Simplement pour vous répondre en une phrase. C'est pour vous montrer qu'il y a un bilan de M. Macron. Et Amnesty International a pointé ça. Médecins du Monde a pointé ça. Mediapart a pointé ça. C'est quoi le ça? C'est que le transfert d'armes qu'a fait Emmanuel Macron à M. Ben Salman est un, je cite, risque de complicité de crimes de guerre de la France de Macron. Par conséquent, je demande juste à mes amis macronistes de ne pas dire n'importe quoi parce qu'ils doivent défendre ce bilan. Il y a aussi William T et Patrick Caram. Attendez, Eduardo Riancipel, vous avez eu la parole. William T, président du Millénaire. En fait, l'échange sur lesquels on vient d'assister résume à peu près la stratégie des deux candidats. Emmanuel Macron espère se faire réélire par défaut sur la base de l'anti-lepénisme. Et Marine Le Pen, qui a progressé dans les enquêtes d'opinion et qui est devenue maintenant assez populaire, essaie de faire surpasser l'anti-macronisme à l'anti-lepénisme. Et c'est à peu près ça la stratégie sur laquelle on assiste. Et donc, du coup, on essaye d'assister des deux côtés à une stratégie d'élection par défaut basée sur l'anti-quelque chose, de côté Le Pen sur l'anti-macronisme et sur Emmanuel Macron de l'anti-lepénisme. La difficulté sur laquelle on a, du coup, en termes de projection, c'est qu'en fait, sur une partie de l'électorat, si on part sur les sondages de second tour, on aura à peu près la même participation au second tour qu'au premier. Mais lorsque vous avez montré le rolling, vous voyez qu'il y a des électeurs qui ont voté au premier tour qui vont s'abstenir au second tour. Oui, beaucoup. Est-ce que si vous partez sur une élection par défaut alors qu'ils n'ont pas voté au premier, se posera la question sur est-ce qu'ils vont se baser sur un vote d'adhésion sur les personnes et sur les projets? Et se pose la question sur le quinquennat suivant, qu'importe si on a un président ou une présidente, si la personne qui est élue aura la capacité de mener une politique dans la mesure où il a été élu par défaut. On se rappelle notamment qu'en 2012, François Hollande avait été élu sur un anti-sarkozysme et qu'au bout d'un an ou même au bout de 6 mois, il était plus majoritaire dans le pays parce qu'il s'était basé uniquement sur ça. Moi, je pense que la politique meurt sur le fait qu'on n'est plus sur un vote d'adhésion dans la mesure où je parlais. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, on peut différencier la légitimité de position et la légitimité d'action. La légitimité de position est conférée par le suffrage universel. Mais ce n'est pas dire parce que vous êtes conféré, et donc du coup élu président de la République, que vous êtes en capacité d'agir pour 5 ans. Ensuite, après, pour répondre sur les différentes polémiques, je pense que, par exemple, pour donner un point à chacun, Marine Le Pen a le droit de quitter le commandement intégré de l'OTAN tout en restant dans l'OTAN. C'était la position du général de Gaulle. Et dans l'autre sens aussi, Emmanuel Macron a raison. Emmanuel Macron a raison de parler à Mohamed Ben Salman. On l'a vu dans la crise avec Erdogan, notamment parce que lorsqu'il y avait des manifestations anti-France dans les pays arabes du Moyen-Orient, et c'est Mohamed Ben Salman qui a soutenu la République française. Puisqu'on n'est pas dans les années 60, on n'est pas dans les années 60. Non, mais en tout cas, dans nos intérêts. Excusez-moi, attendez, à un moment donné, on parle de choses sérieuses, c'est la paix et la sécurité qui sont en jeu. Attendez, Ben Salman, en même temps, parce qu'on ne vous entend pas. Ben Salman, dans les prises de position depuis qu'il est arrivé au pouvoir, est plutôt pro-France et sert plutôt les intérêts français. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ok. Au point de vue économique. Non, mais attendez. Juste un mot quand même, parce que là, on est en train de raconter des sujets mais pas trop long. Et après, Patrick Caram. D'une part, on n'est pas dans les années 60, on est en 2022. C'est pas la même situation historique et n'est pas De Gaulle qui veut. D'autre part, De Gaulle était resté dans l'OTAN, il était l'allié des États-Unis et regardait la position qui était la sienne, très proche des États-Unis, très dure avec l'URSS au moment de la crise des missiles à Cuba en 1962. Et non, on n'est pas par défaut. Je peux comprendre ce que vous analysez, mais Emmanuel Macron, d'une part, non seulement il a un projet qui est arrivé en tête au premier tour avec 2 ou 3 points d'écart par rapport à Madame Le Pen. Le projet, il existe. Et c'est pas parce que je cherche à déconstruire le discours de Marine Le Pen, parce qu'elle ment, parce qu'elle fait de la démagogie, elle dit des fausses vérités aux Français. Je déconstruis ces mensonges. C'est pas parce que je fais un effort intellectuel, d'esprit critique, de déconstruire les faux. Bah oui, ça s'appelle la rationalité qui vous. Ça s'appelle la rationalité. Quand vous dites. Qu'est-ce que vous avez déconstruit? Dites-moi. Écoutez, sortez vos fiches. C'est très simple. Vous voulez pas discuter. Vous n'avez pas voulu discuter. C'est pas. On discute de chef d'État. Chef d'État, quand il y a un chef d'État comme Poutine, Emmanuel Macron discute, mais il dit pas qu'il faut faire une alliance avec Poutine contre le temps.
C'est ça que vous dites mais aujourd'hui. n'importe Et ça, je le dénonce. quoi. Si. On reste dans l'OTAN. Tu n'as Comment écouté. voulez-vous faire une Je pose une question simple. Non, mais c'est Je bien la pose une démocratie. question Il simple. faut répondre. Oui, mais C'est moi, un je... peu pas inventer et je le me programme plains pas. C'est un sujet. D'abord, c'est Enfin. pas mon ami. Bah, on a bien compris. D'abord, c'est pas mon ami, mais c'est pas non plus mon ennemi. L'agressivité vient de chez Macron. C'est pas mon ami, mais c'est pas mon ennemi. C'est un candidat que je combats. Oui. Et Avec beaucoup de colère, j'ai J'ai l'impression. l'impression aussi. ah bah moi, je suis un homme engagé et passionné. Oui, je vois Et ça. quand la France, elle risque de sombrer, pardon, j'élève un peu D'accord. mon cœur parce que je pense que c'est ça dont il s'agit. Alors, comme je vous ai passé la parole au détriment de Patrick Caram, c'est maintenant lui qui va la reprendre. Bon, moi, dès le premier jour, j'ai tout de suite dit mon vote. Je vais voter Emmanuel Macron. L'idée qu'il ne faut pas voter Marine Le Pen revient à s'abstenir et donc à favoriser le vote Le Pen. Donc moi, je voterai. C'est ma position personnelle. Et je le vote au regard de mon histoire personnelle, familiale. Au regard aussi de l'histoire du Rassemblement national. Rassemblement national qui est un parti héritier du Front national. Voilà donc pour moi ce qui détermine mon vote personnel. Et je dis bien mon vote personnel. Oui. Maintenant, Ça veut je dire que c'est pas une considère, consigne de vote. je considère maintenant qu'il y a des erreurs à ne pas faire. D'abord, première constatation, Emmanuel Macron a fait jouer pendant 5 ans, monter les extrêmes. On l'a vu nous-mêmes. Il a tué les corps intermédiaires. Les premières balles sont parties vers nous, vers Valérie Pécresse, 5 ministres contre nous. Il a mis en place un duel entre lui et les populistes. Il a, dès le premier jour de son élection, commencé à raconter cette petite musique. Et souvenez-vous de son discours devant le Parlement européen, lorsqu'il a dit « c'est moi ». Ou le chaos, c'est-à-dire moi, ou les populistes. On est dedans maintenant, sa stratégie a marché, il est dans un deuxième tour avec Marine Le Pen. Je constate simplement que pour la première fois, il parle d'extrême droite. Il était déjà dans un deuxième tour avec Marine Le Pen en 2017. Oui, mais là, de nouveau, j'allais dire, le roman qu'il a raconté, vous voyez, l'histoire qu'il a racontée, se matérialise là, aujourd'hui, parce qu'on aurait pu faire autrement. Il avait promis de tuer l'extrême droite, jamais l'extrême droite n'a été aussi forte. Alors, il y a Marine Le Pen, et je fais une grande différence entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Autant je considère qu'Éric Zemmour, c'est le mal absolu. Pour le coup, il incarne le racisme le plus débridé. Il appelle à voter Le Pen. La violence la plus débridée. Et c'est aussi ça qui m'inquiète. C'est ça le problème. C'est effectivement cet axe-là. Mais c'est un axe clair. Je pense qu'il faut résister à la tentation de se dire, comme l'a fait Mourad Boudjelal, que les électeurs du Rassemblement national sont racistes. Ils ne le sont pas. Elle a un vote en Outre-mer qui montre qu'ils ne sont pas racistes. Elle a un vote à Mayotte avec des électeurs musulmans et noirs qui montent, premier parti de Mayotte, qui ne sont pas racistes. Même la Guadeloupe, c'est son métier. Elle a des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Elle a un rapport de vote Que veulent ces électeurs? Est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a sous le vote? Je finis juste une chose. Donc résistons à l'idée de dire que les électeurs de Marine Le Pen sont racistes, comme résistons à l'idée de dire que Marine Le Pen elle-même est raciste. Je ne le crois pas du tout. Je pense, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais une différence très nette avec Zemmour. Marine Le Pen ne l'est pas. Je pense que c'est une femme moderne, ouverte, elle est simplement emprisonnée dans un appareil. Et c'est l'appareil qui lui dictera sa politique à l'Élysée. Et voilà pourquoi il me semble que le seul vote aujourd'hui pour quelqu'un qui veut que la France ait une chance de sortir par le haut dans l'Europe, c'est le vote Emmanuel Macron. 18h17, on marque une pause et on revient dans un instant avec les débats d'Europe Soir. Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Débat d'Europe Soir jusqu'à 20h en compagnie du porte-parole de Territoire de Progrès, Édouard Dorian-Sipel, Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France, Andrea Cottarach, porte-parole de Marine Le Pen et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Je vais vous dire, chers auditeurs, j'ai le regret de vous dire, il y a une sale ambiance dans ce studio ce soir. Il y a une sale ambiance parce que tout le monde s'engueule. Ils sont pas contents. En même temps, c'est la dernière ligne droite pour le deuxième tour de la présidentielle. Nous avons ici même Andrea Cottarach se marre maintenant. Il a raison. Toujours. C'est détendu. Voilà. J'aimerais bien qu'on se détende un petit peu. Il y a vraiment un porte-parole pour Marine Le Pen, un porte-parole pour Emmanuel Macron. Et là, ça castagne un peu. Donc, je voudrais qu'on se calme un peu, qu'on puisse prendre un petit peu de la hauteur. Édouard Dorian-Sipel, vous vouliez réagir. Je vous donne la parole sur ce qui a été dit auparavant et notamment sur l'Europe et sur l'OTAN. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Parce que je crois que vous êtes en totale contradiction avec ce que dit votre adversaire. C'est normal, nous ne sommes pas d'accord. Et pour le reste, c'est comme dans le football, parfois la politique. L'intensité d'un match peut monter. Ça ne veut pas dire qu'on est Oui, mais il y a des pas arbitres. calme.
Vous voulez Exactement. que je sorte mon sifflet? Et c'est exactement la raison Et pour les laquelle. cartons rouges, c'est Oui. possible. Et c'est exactement la Regardez raison. tous les deux, comme ça on finit Voilà, l'émission avec mais, vous. Vous Moi, aimeriez j'ai- tellement, Patrick. Je respecte toujours l'arbitre, c'est une règle de base, Bon, mais allez, n'ayons pas peur de l'intensité d'un match. très bien. Voilà. Deux choses. D'abord, je voudrais proposer une réflexion aux Français. Pourquoi M. Poutine a décidé de soutenir financièrement et politiquement Mme Le Pen? Depuis longtemps, comme il avait décidé de soutenir M. Orban et M. Trump. Pourquoi? Parce que M. Poutine veut affaiblir l'Occident, donc il veut affaiblir la France, il veut affaiblir l'Europe. Donc il joue la carte de Mme Le Pen parce que dans son esprit, et il est un tacticien dangereux et habile, pas Ça, c'est le toujours, premier sujet. et donc, s'il soutient Mme Le Pen, c'est parce que celle-ci est celle qui va diviser la France, affaiblir la France, fragmenter la société et donc jouer les intérêts russes. Donc, si M. Poutine choisit Mme Le Pen, les Français devraient se poser la question si eux aussi doivent faire ce choix-là. Deuxième point, je n'ai pas envie de m'occuper de Second, Mme Le Pen. On a dit qu'on avait deux. Deux. Point 2, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a sous le vote Le Pen? Eh bien, sous le vote Le Pen, il y a la question du pouvoir d'achat et aussi la question de la sécurité. Pour la première fois, regardez, l'IFOP, Frédéric Dabi l'a démontré, pour la première fois dans une élection présidentielle, l'immigration n'est pas la première motivation du vote pour Marine Le Pen. Mhm. C'est le pouvoir d'achat et c'est la sécurité. Autrement dit, Emmanuel Macron doit répondre, veut répondre, est en train de répondre à la question du pouvoir d'achat. Et il a déjà commencé à répondre depuis 2 ans, il n'a pas attendu la présidentielle. Pendant la crise, il a assuré la nationalisation des salaires. Mhm. Il a augmenté la prime d'activité il n'y a pas longtemps. Il a augmenté le minimum vieillesse. Il a augmenté Il a annoncé le chèque la alimentaire retraite. tout à l'heure. Il a annoncé le chèque alimentaire. Il a compris depuis longtemps que le pouvoir d'achat était un sujet de préoccupation. On répond aux préoccupations de ceux qui ont voté pour Marine Le Pen en répondant à la question sociale qui est sous le vote de Mme Le Pen. Vous comprenez? Et moi, j'ai envie de dire aux électeurs, D'accord. ce sera une grande réponse. Le président On vous a comprend, entendu. il est capable d'ajuster et il a Très démontré bien. qu'il était capable de donner du pouvoir d'achat des Merci. Français. C'est une préoccupation majeure du pouvoir Réponse, qui va venir. réponse d'Andrea Cotarache sur ces 2 points. Le premier, Je vais avec répondre aux 2 points, mais Vladimir Poutine. d'abord, je mets juste une correction. J'en ai un peu marre d'entendre extrême droite à tout va. Vous avez je suis le porte-parole de Marine Le Pen, j'ai passé 90% de ma vie à gauche. Aujourd'hui, le clivage, ce n'est plus gauche-droite. Pourquoi c'est plus un clivage gauche-droite? Parce que vous voyez que on arrive à des choses complètement absurdes. Alors, c'est quoi La le clivage? CGT appelle à voter comme le MEDEF. Vous avez les communistes qui appellent à voter comme Elisabeth Borne. C'est le qui Conseil appelle- national de Oh la là là, résistance, monsieur. C'est pas possible. Hein. Franchement, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que vous interrompez Vous avez- tout le temps? J'aime le débat. Mais pardon, je pense que ça vous lui fait mal. faisiez ça en classe aussi, non? Bon, vous savez, c'est la disputatio Ouais. classique, c'est-à-dire on Ouais, se ouais. répond. Non, Ouais, c'est ouais. surtout Bon. qu'on s'écoute. Allez, Donc laissez je parler recommence Andrea à Cotarache, 0. s'il Et vous à chaque plaît. fois que vous me coupez, Non, je non, pas à recommence. 0, Non, parce mais que quand sinon vous on dites y est gauche, jusqu'à dites dans quelle minuit. partie de gauche? Moi, Parce que j'étais pour moi, c'est très l'extrême proche gauche. de Jean-Luc Mélenchon. Ah, bah donc Pendant c'est pas 12 la ans. gauche classique. 12 C'est ans. pas la gauche sociale. C'est C'est pas l'extrême la gauche gauche. ouverte. Voilà, Si on me c'est coupe- plutôt si tout le l'extrême monde- gauche. Si tout le monde me coupe la parole, ça va pas le faire. Allez-y. Heureusement qu'il n'y a Un, pas que moi. Moi, je suis une personne attachée au service public, attachée au combat social, attachée au combat républicain et laïque. J'étais à gauche pendant pratiquement toute ma vie militante. 2, vous faites peur sur votre histoire personnelle, immigrée, etc. Je suis fils de 2 parents immigrés. Je suis petit-fils de 2 résistants qui ont fait couler du sang contre le nazisme. Donc en fait, ne me faites pas ce débat nul de l'extrême droite méchante. Le clivage gauche-droite, selon moi, n'existe plus. Et Bon, je disais, pas parce que que selon la vous. CGT appelle à voter comme le MEDEF, les communistes appellent à voter comme Elisabeth Borne, qui a passé la moitié de son mandat à libéraliser et à transposer la directive 2019 pour libéraliser les transports ferroviaires. Vous avez Nicolas Sarkozy de droite qui appelle à voter avec François Hollande. Donc vous voyez bien qu'il y a un bloc populaire avec Marine Le Pen et un bloc militaire. Je finis sur un point, monsieur. Conseil national de la résistance. Oui, bah Tradition justement. française issue de Quelle la est guerre. la personne de gauche, franchement, qui va voter pour Emmanuel Macron, pour la retraite à 65 ans? Une retraite rédigée par McKinsey, gérée par BlackRock. Franchement, quand on est attaché au système justement Bah, vous social, l'avez dit, la CGT par exemple. national, quand on est attaché Philippe à la Martinez. France, les apparatchiks de la CGT. Les membres, en revanche, dans toutes les enquêtes, votent pour Marine Le Pen. Quand on est attaché au système des retraites, au système solidaire, héritier du Conseil national de la résistance, mais là aussi, il n'y a pas de débat. Bon. Le bulletin de vote, c'est Marine Le Pen. Alors, vous n'avez pas répondu sur l'affaire Ah. Poutine. Ah, Alors sur Poutine, comme par alors, hasard. Alors, sur Poutine, attends. attendez, je réponds juste. L'argument de mon D'Edouard contradicteur a Dorian-Sipel. été de dire Marine Le Pen a été financée par M. Poutine. Elle le Pardon, soutient politiquement aussi. Attendez, c'était attendez. une banque privée tchéco-russe, mais moi je vais poser une question à M. Rion-Sipel. Mediapart a fait une enquête pendant maintenant presque 2 ans sur les financements, notamment de M. Kadhafi, dans une élection présidentielle.
qui M. Kadhafi est censé, ou en tout cas selon M. Arfi, avoir financé une campagne présidentielle. C'est à M. Sarkozy. D'ailleurs, vous savez que c'est faux. Non, Mais vous savez que tout ça a été démonté. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Non, mais si vous je suis très surpris. Je suis très surpris que vous êtes en train de mettre en place. Mais attendez, qui soutient M. Sarkozy? Les doutes, ils ont été sur qui? Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire, André Poutine. L'arbitre parle. Je vais vous dire, Andrea Cottarach, je suis surpris parce que à un dossier, vous sortez un autre dossier. C'est-à-dire que vous faites de la surenchère, mais vous ne vous expliquez pas sur le financement. Qu'est-ce que vous répondez à Édouard Dorian-Sipel précisément sur quand il vous dit que Marine Le Pen est financée par Vladimir Poutine? Alors, c'est faux, et vous le savez. C'est pas l'État russe qui a financé. Elle est soutenue politiquement par Poutine. Politiquement. Pardon, je vais pas juste financièrement, politiquement. Financièrement par un proche de Poutine. Politiquement, elle a été le voir avant l'élection. C'est pas la même chose que d'aller le voir comme chef de l'État. Je vais jusqu'au bout. L'État russe n'a jamais financé Marine Le Pen. 2, c'est une banque privée. Et 3, pardonnez-moi, là encore, c'est une promesse, et ça devrait faire réfléchir un certain nombre de vos auditeurs. Dans ce pays, le premier parti, à savoir le Rassemblement national, n'a pas la possibilité d'être financé par des banques françaises. Ça, c'est pas normal. Est-ce que c'est un scandale démocratique? Oui. C'est pas normal, on est d'accord. Quelle était la promesse de M. Macron qui avait acté que ce n'était pas normal en 2017, il y a 5 ans il avait dit qu'il allait faire une banque justement démocratique qui permettrait à tout le monde de pouvoir se financer. L'a-t-il fait? Non. Par conséquent, M. Macron n'est peut-être pas le mieux placé au monde pour défendre la démocratie et pour nous expliquer à nous qu'on a dû aller chercher chez une banque privée tchéco-russe des financements pour justement faire vivre la démocratie. Le régime autoritaire aujourd'hui, d'ailleurs 70% des Français le pensent, M. Macron est un président autoritaire. Comment s'appelle cette banque tchéco-russe? Écoutez, moi, j'en ai aucune idée de la banque. Vous ne savez pas? D'accord. William T. J'aurais préféré que ce soit la Banque démocratique, vous voyez, si M. Macron avait mis en place ces fameuses promesses. J'ai compris. Pour poursuivre William T. pour le millénaire. Pour poursuivre la réflexion sur le second tour, en fait, ce qui se joue, c'est que chaque candidat et chaque camp essaie d'instaurer chacun son propre clivage, qui lui est supposé favorable. Du côté d'Emmanuel Macron et de la majorité présidentielle, il veut instaurer un clivage entre la sécurité et l'aventure, était le clivage qui était mis en place depuis l'apparition de la crise Covid. Emmanuel Macron, en fait, devenu le garant de l'ordre, à la fois de l'ordre sécuritaire depuis la manifestation de la crise des Gilets jaunes, qui ont permis à une partie de l'électorat de droite de le rejoindre, et depuis garant de l'ordre social, dans la mesure où il a mis en place le quoi qu'il en coûte, qui lui ont permis en fait d'avoir un électorat de gauche classique, catégorie intermédiaire. Si c'est sur ce clivage-là, Emmanuel Macron est certain d'être réélu président de la République dans une semaine. Si par contre on part sur un autre clivage, et ce qu'essaye d'instaurer Marine Le Pen en parlant aux France des oubliés, c'est le clivage entre élite versus peuple. Notamment, je pense à une tribune qui a été faite par des artistes qui désavantage Emmanuel Macron, qui est censé l'avantager, mais qui le désavantage particulièrement. Dans quel sens? Parce que ce type d'élection, en fait, on connaît déjà le résultat. C'est le référendum de 2005 qui a conduit à 45% pour le oui et 55% pour le non. Et si vous instaurez ce type de clivage dans la mesure où une partie de la population s'est paupérisée en raison de la crise sanitaire, en raison de la crise financière de 2008, vraisemblablement, vous avez plus de gens qui s'en sortent moins bien avec le système actuel, qui s'en sortent. Et dans ce cas-là, Marine Le Pen, non pas aurait des chances de gagner, mais en tout cas a une petite chance de gagner. Nous avons travaillé sur est-ce que Marine Le Pen peut gagner? Il y a à peu près 10 raisons cumulatives qui feraient que si en fait ces conditions se remplissent, Marine Le Pen puisse gagner. Ça suppose plusieurs éléments. Premier point, il faut que le vote de gauche se neutralise. Moi, je pense que les électeurs de Mélenchon et Roussel vont se neutraliser dans la mesure où ils n'apporteront pas un surplus électoral à Emmanuel Macron ou un surplus électoral à Marine Le Pen. Donc, ce qui se joue pour Emmanuel Macron, c'est de chercher à lui une grande partie des électeurs modérés, donc de Yannick Jadot, de Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse, et surtout, essentiellement, quand vous regardez la carte électorale du Monde qui a été faite aujourd'hui, c'est les abstentionnistes du premier tour qui sont des électeurs modérés qui ne sont pas venus voter. Si Emmanuel Macron les récupère, il est quasiment certain d'être réélu. Et le deuxième problème qu'il a, c'est au niveau de la France des actifs. En fait, lorsqu'il est dans un second tour avec Marine Le Pen, on regarde les catégories sociales, il gagne principalement sur le vote des retraités. Seulement, si vous ne pouvez pas gouverner dans un pays à long terme, si vous êtes appuyé sociologiquement uniquement sur la base de retraités. Donc, il doit ouvrir son champ électoral pour parler à la France des actifs et accentuer davantage sur son programme social et économique et en termes de perspective, plutôt qu'uniquement le vote contre, qui serait uniquement un vote de défaut par vote repoussoir qui serait propulsé uniquement par les retraités. Du côté de Marine Le Pen, son enjeu à elle, c'est du coup, ça c'est l'équilibre est plus difficile, parce qu'en fait, elle doit à la fois montrer sa normalisation, notamment sur la question de l'orthodoxie budgétaire, mais elle a une grande contradiction, c'est que vous ne pouvez pas à la fois promettre l'orthodoxie budgétaire, le respect de la règle des 3%, et en même temps promettre la grande révolution sociale. Par exemple, Adrien Cottarach parlait de la retraite à 60 ans, mais le modèle social à long terme est en faillite, le modèle de retraite.
Vous ne pouvez pas vivre avec aussi peu d'actifs. Quand vous regardez le nombre d'actifs et le nombre de personnes qui travaillent en France par rapport au nombre de retraités, vous ne pouvez pas financer un système comme ça à long terme. Donc se posera la question du financement du programme à long terme de Marine Le Pen, et ça va être l'enjeu du débat du second tour. Est-ce que Marine Le Pen arrive à se crédibiliser et se normaliser, et être crédible sur les questions économiques? Elle a été sur les questions de proximité, de pouvoir d'achat, etc., mais pas sur la question économique, la grande question de la politique économique. Est-ce qu'elle est capable de permettre un niveau de croissance important? Moi, je pense notamment que son programme, tel qu'actuellement il a été chiffré, conduit à une augmentation des taux d'intérêt, et donc se posera le même dualisme que s'est posé pour François Mitterrand en 1981, c'est-à-dire un problème de monétisation de la dette, et donc à terme qui posera la question avec l'Allemagne ou les partenaires européens sur une sortie de l'Union européenne, de l'euro en tout cas, si elle ne sort pas de l'Union européenne. Bon, Patrick Marine Le Pen est passée dans cette élection à travers des gouttes. Il faut être très clair. Ah, clairement. Grâce à Éric Zemmour, elle a pu dérouler un autre programme, montrer qu'elle était la candidate du pouvoir d'achat. Oui. Vous savez que les ouvriers et les employés votent pour elle. Ils ont quitté la gauche, ils votent pour elle. Il faut l'avoir en tête. Elle veut qu'on fasse barrage à la caste qui nous gouverne. Non, Voilà mais ce qu'elle dit. c'est elle contre les élites. Et Macron représente, aujourd'hui, c'est l'histoire qu'elle raconte, représente tout le mal français, c'est-à-dire les élites françaises. Et son dernier discours, où elle a parlé des antivax, où elle leur a tendu la main. Moi, je vois bien les résultats en Outre-mer. Elle a percé à cause de ça. En Outre-mer, on ne s'est pas posé la question du vote utile, contrairement à l'Hexagone. On s'est dit, on vote pour les antivax. Le premier d'entre eux, c'est Mélenchon. Le deuxième, c'est Marine Le Pen. Eh bien, lorsqu'elle dit, elle va réintégrer, et dans leurs droits, les personnels de santé qui ont été virés, et leur reverser cet argent-là, à qui elle parle, vous voyez? Eh bien, elle parle à cette frange d'électorat qui a résisté, effectivement, aux pressions sur le vaccin, et toujours contre le vaccin, elle leur tend la main. Ça, c'est quelques pourcents qui pourraient l'aider à faire un peu la différence avec Emmanuel Macron, parce que eux peuvent se mobiliser. Deuxième élément, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas la diaboliser comme le fait Darmanin. J'ai vu une interview absolument hallucinante dans laquelle Darmanin dit « elle va faire mourir les pauvres ». Elle va faire mourir les pauvres. Mais aujourd'hui, pour les Français, c'est Emmanuel Macron qui appauvrit les Français, alors même que toutes les études économiques montrent que le niveau des plus pauvres a pu augmenter de 400 ou 500 euros. Bon, enfin, je pense que le porte-parole d'Emmanuel Macron le dira mieux que moi sur le plateau. Entre la réalité et la perception que les gens ont de cette réalité, il y a un grand écart. Et je ne suis pas certain que sur la question du pouvoir d'achat, malgré le quoi qu'il en coûte, je ne suis pas certain que Marine Le Pen parte avec la défaveur du public, parce qu'elle n'a parlé que de ça pendant sa campagne. Disons qu'il y a eu des études sur le pouvoir d'achat, mais elles sont antérieures à l'augmentation de l'inflation, et c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas encore les... Je ne suis pas certain, je vous le dis sur un deuxième point, je ne suis pas certain que 15 jours de campagne suffiront à Emmanuel Macron pour revenir dessus. Vous voyez, moi, je vois les sondages, je ne suis pas du tout convaincu par les sondages. Je vous le dis, dans le camp républicain, dans le camp de la droite, je vois les commentaires. Je me fais, parce que j'ai appelé à voter Emmanuel Macron, tous ceux qui me suivaient jusque-là, beaucoup d'entre eux sont en train de me critiquer. C'est pas grave, j'accepte les critiques et c'est normal qu'ils le fassent. Mais ils critiquent violemment. C'est-à-dire que là, des gens qui sont toujours été à droite, qui ont toujours voté à droite, qui étaient toujours dans le clan DLR, ou parfois même des centristes, ils veulent voter Marine Le Pen. Ils ne veulent pas de Macron. Marine Le Pen, pour eux, c'est le refuge contre Macron. Ils s'en foutent de savoir qui elle est et d'où elle vient. Ils ne voient qu'une chose, c'est qu'il faut faire barrage à Macron. 27%. Et ça, c'est un sujet. 27% de report de voix de Valérie Pécresse à Marine Le Pen, 40% pour Emmanuel Macron et 33% d'abstentionnistes. Sur la clé du vote, on dit que c'est le vote de Mélenchon. Est-ce que vous avez entendu ce que Mélenchon a dit? Mélenchon a dit ne votez pas Marine Le Pen. Ok, il a beau réitérer. Il n'a pas dit non plus de voter pour Emmanuel Macron. C'est précisément ça le sujet. Quand vous écoutez ces porte-paroles, et j'ai eu quelques débats avec un certain nombre de ces porte-paroles sur des plateaux, vous leur posez la question pour qui allez-vous voter? Vous savez ce qu'ils vous disent? Je ne sais pas. Je vais décider dans les urnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne un autre message aux électeurs. Sentez-vous libre de voter Marine Le Pen. C'est extrêmement contradictoire. Qu'a dit Éric Ciotti? Alors Éric Ciotti. Éric Ciotti, c'est son affaire. En tout cas, Caram l'a dit. Il faut le reconnaître. D'accord. Je vous ai expliqué. Depuis tout à l'heure, je vous explique que de certains dirigeants DLR, comme des militants de base DLR, qui sont
encartés depuis 20-30 ans. C'est pas mon cas chez les LR. Vous voyez, moi, je suis un électron libre. Eh bien, ils votent et ils ont décidé de voter Marine Le Pen. Je vous l'ai dit de manière très claire, vous avez ce phénomène et nous risquons de passer en dessous des radars. Il faut s'attendre à une surprise et Emmanuel Macron ferait mieux de rectifier des discours caricaturaux parce qu'il faut prendre au sérieux la candidature de Marine Le Pen. 18h38, une nouvelle pause dans les débats d'Europe Soir. On revient juste après, à tout de suite. Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. De retour jusqu'à 20h pour les débats d'Europe Soir avec William T, président du think tank Le Millénaire, avec Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France, avec Edouard Dorian-Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès, et Andrea Cottarach, porte-parole de Marine Le Pen. Andrea, on a évoqué plusieurs thèmes, notamment le financement. Et d'après l'explication de votre voisin de table, William T, il n'y a pas d'argent en fait. Il n'y a pas d'argent et on ne va pas pouvoir financer, on va devoir augmenter les impôts. Il a eu une très belle analyse jusqu'à ça. Jusqu'à ce point-là, parce qu'en réalité, quand ça vous choque, sur les systèmes des retraites, ça vous frappe. Il suffit de lire le Conseil d'orientation des retraites. Ils disent que notre système est parfaitement viable. Il dit que ce système solidaire qui fait que des actifs puissent payer des retraités, qui fait que les Français se considèrent comme une grande famille, est possible. Ça coûte 9 milliards d'euros dans notre programme. C'est parfaitement soutenable. Et en face, là encore, j'essaye de faire des arguments, on a une toute autre philosophie. On arrête avec le système solidaire issu du Conseil national de la résistance et on fait venir BlackRock, une multinationale gestionnaire d'actifs américain, pour gérer effectivement la retraite des Français individuellement. Ce sont deux philosophies, encore une fois, je la respecte chez les macronistes, mais ce sont deux philosophies différentes. Avec Marine Le Pen, on maintient le système solidaire issu du Conseil national de la résistance en concertation et en respectant le Conseil d'orientation des retraites qui a été là-dessus parfaitement clair. Donc ce que dit William, sur ce point en tout cas, a été, pour moi en tout cas, est complètement erroné. Deuxièmement, on essaye, je crois, de faire peur. Avec Marine Le Pen, ça va être catastrophique, ça va monter. Mais je crois que les Français n'ont pas peur de Marine Le Pen. Les Français, ils ont la peur du lendemain. Parce qu'encore une fois, on a Emmanuel Macron qui a un bilan. Emmanuel Macron, c'est le président, non pas des riches, mais des très riches. C'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande. Emmanuel Macron, c'est le bilan. François Hollande soutient Emmanuel Macron. Oui, mais vous le souteniez, je crois, avant. Et c'est François Hollande soutient Emmanuel Macron. Oui, c'est la preuve que le socialisme se noie dans ce nouveau clivage qui est entre les élites et le peuple. Et effectivement, monsieur Hollande, qui a offert 30 milliards d'euros pour le CICE aux grands patrons sans contrepartie, effectivement, c'est pas du tout ma vision politique des choses. Mais je voudrais juste revenir sur la peur du lendemain. Emmanuel Macron, c'est celui qui a eu un bilan de faire franchir la barre des 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays. Là encore, c'est pas moi qui le dis, c'est la Fondation Abbé Pierre, dont je doute qu'elle soit un organisme du Rassemblement national. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a 12 millions de Français qui n'arrivent pas à se chauffer. Et selon toute prévision, ce sera 24 millions l'hiver prochain. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est que 3 Français sur 10 refusent d'aller se faire soigner pour des raisons financières. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est qu'un Français sur 2 ne mange pas à sa faim et saute des repas. Est-ce qu'on considère que la France doit aller vers cette tiers-mondisation ultralibérale où c'est du chacun pour soi, ou est-ce qu'on se considère encore qu'on est patriote, que nous sommes une grande famille et que chacun doit s'entraider? Eh bien, si vous souhaitez cette dernière idée, vous votez Marine Le Pen. Edouard Dorian-Sipel. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a un bilan, puisqu'il est le président sortant. Mais il y a un truc curieux quand même. S'il était si mauvais ce bilan, expliquez-moi pourquoi Emmanuel Macron non seulement est arrivé en tête du premier tour, on a l'impression à entendre monsieur que Madame Le Pen est arrivée en tête avec 5 points d'écart, quoi. C'est un truc hallucinant. Ils entendent des voix, ils ont des voix, des mirages. C'est toujours une psychologie. Donc moi, je suis simple dans la vie. Je suis simple. Je vais vous donner des chiffres. Répondez aux miens. Je vais vous répondre. Je vais dire ce que j'ai à dire. C'est pas Madame Le Pen et son porte-parole qui vont me dicter ce que j'ai à dire. Alors, merci. Ouais. Donc, alors, non seulement il a un bilan, comme Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 27,8% des voix, c'est-à-dire près de 4 points de plus par rapport à 2017, et surtout avec 1,6 million de voix en plus par rapport à 2017, on vous a parlé du vote utile 9,7 millions de voix. En fait, le seul chiffre que vous avez, c'est vos résultats. Non, mais attendez, moi je ne suis pas dans la tête des gens. Je ne suis pas dans la tête des gens. Moi, je regarde les chiffres et ce qui s'est passé. Il y a des faits politiques. Il a un bilan. Ça, c'est un premier point. Il est arrivé en tête. Et non seulement il a un score près de 4 points meilleur qu'en 2017, comme il a 1,6 million Marine Le Pen a un score meilleur qu'en 2017. Je veux plus le couper. Et la deuxième question que je veux poser, parce que c'est quand même ça. Revenons à des choses simples. Regardez les chiffres. Le seul chiffre que vous avez, c'est votre score électoral. C'est ça ? Les Français, le 24 avril, d'ici le 24, ils doivent faire un choix et se poser la question qui est le mieux à même de rassembler le pays et de
apporter la concorde. Qui peut le faire? Tout à fait. À qui doit-on confier le pays? Est-ce que vraiment on doit faire confiance à cette mésaventure qui n'est même pas Ça, vous l'avez financée, déjà dit. comme nous dit le spécialiste aujourd'hui, et de Mme Le Pen, qui ment, qui dit n'importe quoi? Et d'ailleurs, sur les retraites, Il n'y a aucun argument. C'est un franchement, peu il embêtant. raconte Franchement, c'est un peu tellement embêtant. n'importe quoi C'est que un peu sur les embêtant. retraites, Emmanuel Macron ne cesse de le dire. Son objectif, c'est de préserver le régime par répartition. Et il est à l'écoute. Il va ajuster son projet Il sur va les changer retraites. surtout. Ben, C'est ça ça s'appelle ne Il pas change être dogmatique, D'accord, bah, monsieur. je vais vous Ça répondre tout de s'appelle suite. être ouvert d'esprit. Bien sûr, Ça je vais vous s'appelle répondre. écouter les Français. Alors, Ça s'appelle ça être veut en dire élection, tenir ça compte s'appelle- du vote. Réponse Mais c'est ça qu'on de attend votre d'un dirigeant. adversaire, C'est s'il de vous plaît. tenir compte du vote des Français, du message. Et croyez-moi, je pense que Emmanuel Macron le démontre jour après jour, le message issu du premier tour, et en particulier le message de pouvoir d'achat, le message social général, le message qui a besoin de renforcer la vie des Français Bien. sur cet aspect, Bien. Emmanuel Macron est en train de le faire parce qu'il veut rassembler les Français, et je pense qu'il est en train de le faire, mais moi je ne veux rien laisser au hasard, parce que face à la tradition nationaliste que représente Madame Le Pen, aucune voix ne doit manquer à Emmanuel Bien. Macron Édouard pour que la Dorian-Sipel, France je pense puisse qu'on vous a- avancer. On vous a entendu, et en tout cas sur le vote au premier tour d'Emmanuel Macron, je le répète, il y a eu aussi ce qu'on appelait le vote utile, et vous savez aussi bien que moi que ça a joué beaucoup dans cette Oui, élection. c'est utile Andrea de voter Cottarach. Macron, je suis d'accord avec vous. Non, mais simplement, je le réponds calmement, évidemment. J'ai évoqué les chiffres de la catastrophe et du carnage social du bilan d'Emmanuel Macron. Et on m'a répondu par son score électoral. C'est quand même fou, c'est-à-dire qu'on a face à nous un camp des élites qui ne regarde que son score, que son nombril, mais absolument pas la situation du pays. Je vais vous répondre sur un point. D'abord, je remercie M. Karam, parce qu'il a dit clairement que c'était un adversaire politique, mais il a au moins le mérite d'analyser la carte électorale et de se dire, mais pourquoi les Français se disent que Marine Le Pen est peut-être, en tout cas a énormément de raisons, un programme qu'il faut analyser dans le détail, et pourquoi les Français considéreront, ça c'est moi qui le dis, que Marine Le Pen est mieux à même de gouverner le pays. Premier point. Deuxième point, on a les réponses du porte-parole d'Emmanuel Macron, qui sont toujours presque un peu méprisantes et insultantes, mais qui ne me répond pas. Tout à l'heure, il a dit que Marine Le Pen allait remettre en cause l'appartenance de la France à l'Union européenne. C'est écrit noir sur blanc dans le programme. Le contraire. Non, mais je fais pas confiance, en S'il vous fait. plaît, je vais. Marine Le Pen veut donner plus c'est de juste que souveraineté au vous pays. C'est une Vous n'êtes pas évidence. fiable. C'est juste ça que j'essaie de dire aux Français. Qu'est-ce que vous La- dites? Je vous ai pas entendu. J'ai dit Eduardo. que Madame Le Pen n'est pas fiable. Je pense qu'elle ment. Arrêtez de Elle crier. cache son franchement. jeu. Vous êtes Je excité, dis que là. quand maintenant elle a vu que c'était Mais compliqué, ça, parce on que peut ça dire a ça de tous angoissé les l'euro. candidats, Édouard Dorian. non, 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 moi je ne fais c'est pas banal, confiance, là. et Bon, j'appelle les les Français- Français à ne pas faire Édouard confiance. Dorian-Sipel, on peut C'est dire aussi ça simple. de chaque Mais candidat, moi je mais dis, pour bah, l'instant, il y très a un bien, bah, programme. dites-le. On parle de Moi- programme. on Mais parle très de bien, non, programme. non, non, mais moi je ne crois pas ce qu'elle dit. Je parle de Bah, programme. Je très pense bien. qu'elle Bah, masque sa Eh vérité. ben, très bien, on vous a entendu Voilà. là-dessus, C'est tout. c'est bon. Bah, voilà, mais je Allez, le répète. Andrea Cottarach. Non, mais voilà, c'est encore une fois, on psychologise le débat en disant non, mais moi je ne lui fais pas confiance parce que finalement elle masque peut-être je ne sais quoi. Non, mais Après, attendez. on est dans un débat. Bon, Non, très mais bien. d'accord, mais Andrea Cottarach. soyons un peu Allez-y, sérieux. poursuivez. Soyons un peu sérieux. Qu'est-ce qu'elle veut sur l'Europe, C'est- précisément? Eh bien, écoutez, c'est assez simple. Quand elle a demandé un peu plus de démocratie, notamment à travers le référendum d'initiative citoyenne, parce que je crois que c'est un devoir pour tous, y compris les gens de droite, de gauche, c'est un devoir pour nous tous de faire revivre la démocratie dans ce pays. Et donc, On a une abstention record. Et donc, la Macronie a dit, bah, par ce biais-là, bien évidemment que Marine Le Pen va remettre en cause la peine de mort, bien évidemment qu'elle va remettre la... C'est elle qui l'a dit après elle a fait volte-face. Ouais. C'est Reconnaissez-le quand même. Non, mais c'est écrit noir sur blanc. Reconnaissez qu'on est en campagne et qu'il y a un programme et qu'il y a deux projets de vision. Oui. Dans ce il y a, programme-là, il y a- pardonnez-moi. il y a ce Non, qu'elle mais dit aussi. Juste, Voilà. c'est ce qu'elle dit, et c'est très simple, elle l'a redit. C'est que le Ils ont du mal référendum. à s'assumer eux-mêmes. Vous comprenez ça? Non, Je mais pense que Édouard- non, mais je le dis. franchement, Vous avez arrêtez. du mal à vous assumer Mais vous-même. assumez vos résultats et votre carnage social d'abord, d'accord? Ensuite, vous me donnerez les leçons. Je vous laisse à votre Le Vous avez référendum décidé de d'initiative citoyenne Je vous ne laisse à remet votre absolument pas agressivité. en cause la Constitution. Si vous êtes si compétent, donnez-moi l'article de la Constitution qui parle de la peine Attendez, de mort. on est pas chez Bourdin, là, hein. Franchement, Non, 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 donnez-moi. on se calme. attendez, Ah, d'accord, donc je vous suis pas savez votre pas. élève, mon ami. C'est l'article 66.1. Pardon. On ne remettra pas en cause la peine de mort. Elle l'a dit, c'est écrit. Elle ne remettra pas en cause l'appartenance à l'UE. Quel est l'article de la Constitution sur l'UE, monsieur? Non, 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 mais attendez, on n'est Ah. pas dans, on n'est pas dans, 88, on vous n'est ne pas savez dans pas des non chiffres et plus. des lettres. hein. Donc, si vous voulez la compétence, le procès en compétence, Tu es l'élève. vous le voyez devant Non, mais vous. pardon. Eduardo, tu On es a des l'élève. gens, On vous entend pas. Bah, j'espère de m'élever un petit peu. on a des mais bon. gens qui nous appellent et qui appellent les Français à ce que j'appelle moi la castorisation. C'est-à-dire à dire, vous êtes des castors, suspendez toute activité cérébrale, faites barrage à Marine Le Pen et nous on gardera le pouvoir. Moi je pense que les Français ne sont pas des castors. Je pense que les Français sont des acteurs politiques qui doivent regarder programme à programme. Je peux vous poser une question? Je sais toujours pas ce qu'elle propose sur l'Europe. Mais sur l'Europe, monsieur, c'est assez simple. Marine Le Pen considère qu'il y a un manque de démocratie en Europe. Mhm. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu dans notre pays, mais je vais vous donner d'autres exemples ailleurs,
quand les Français ont voté non au traité pour une constitution européenne, Nicolas Sarkozy est allé dire que c'était un oui. Mais on me dit, mais M. Sarkozy avait dit ça dans sa campagne. Mais prenez d'autres pays. L'Irlande, par exemple. Vous transformez tout. L'Irlande, c'est insupportable. Comment on peut vous faire confiance quand vous transformez tout? Il a fait un autre référendum sur un autre. Ah bon? C'était pas le même sujet. Il a fait un autre référendum. Alors, c'était quand alors? Il a fait voter. Non, mais c'était quand le texte. référendum, le Non, deuxième référendum? Il a fait voter un autre texte que le référendum précédent. Arrêtez d'invoquer les mannes du passé. Oui, bien sûr. Vous allez bientôt lire dans le foie de volaille. Alors, vous savez quoi? Je vais vous prendre un autre exemple comme quoi l'Union européenne est parfaitement démocratique. Sur le traité de Lisbonne, l'Irlande a été appelée à voter pour le traité de Lisbonne. Les Irlandais ont voté non. Qu'est-ce que leur a dit cette belle Union européenne démocratique? Elle leur a dit aux Irlandais, c'est pas la bonne réponse. Vous allez revoter jusqu'à revoter oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut redonner du poids au peuple souverain, premier point. Deuxième point, c'est faire en sorte que la Commission ne soit pas un donneur d'ordre, mais plutôt un secrétariat, vous voyez, que ce soit les gouvernements qui décident. Et comment on le fait? Et troisième point, ça veut dire qu'il faut sortir des traités. Et troisième point, si vous me le permettez, c'est remettre en cause les traités de libre-échange, puisque vous savez que les traités de libre-échange, on donne mandat à la Commission européenne pour le faire, et vous voyez bien, ces traités de libre-échange sont ce qu'il y a de pire en matière écologique. Il faut donc sortir des traités. Non, il faut... mais je crois... on y vient. Non, attendez. Voilà, il y a une logique. Je lui pose une question. Mais vous avez des bonnes questions. Au sein de l'Union européenne, quand vous connaissez l'histoire de l'Union européenne, et j'y travaille moi-même, vous savez que des États ont le droit, ont la possibilité de remettre en cause certains articles lorsqu'ils ne sont pas d'accord au moment de la signature. Exactement. Mais pas après. Tout à fait. Une fois que c'est signé, sauf qu'aujourd'hui, vous savez, la France, c'est pas la Grèce de Tsipras. La France, c'est 27% du PIB européen. Et donc, sans la France, il n'y a rien. Et donc, la France va proposer de débattre et de revoir certaines règles, notamment les traités de libre-échange. Je vais vous donner un exemple. Donc, on va revoir les traités. Attendez. Non, mais c'est pas grave. Attendez, c'est pas grave. Il ne s'assume pas, Cher, c'est ce que je dis. Non, mais c'est pas le sujet. Vous voyez la confusion dans... Ça n'est pas un crime de dire, tiens, peut-être on va revoir un traité. C'est ce que je dénonce. Ils sont confus, ils ne sont pas clairs et ils n'assument pas leur pensée profonde. Vous avez entendu, Edouard Dorian. J'y travaille au Parlement. Sur les traités de libre-échange, un État peut déjà s'opposer à un traité. Non, c'est-à-dire qu'actuellement, sur le traité Mercosur, on peut déjà s'opposer sur le traité Mercosur et demander un accord de compétences mixtes pour demander une suspension. Et ensuite, après, sur les questions des institutions européennes, si vous voulez changer la question de la démocratie, vous êtes obligé de changer. Vous êtes obligé de changer les traités, en fait. Sur les questions d'unanimité, sur les questions d'accord à compétences majoritaires, vous êtes obligé de changer les traités sur ces questions. Et la difficulté, c'est que les pays du Nord, et c'est le problème qu'ont rencontré François Hollande en 2012 ou même Nicolas Sarkozy, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous y allez, vous avez une coalition des pays du Nord, et notamment des pays qui sont plutôt alliés à l'Allemagne, donc les pays du Visegrad, qui soutiennent toujours l'Allemagne et qui nous mettent plutôt en minorité. Et c'est ça la grande difficulté sur l'équation. Et moi, je pense que si par cas, je ne dis pas que tel projet européen ou pas, mais par exemple, Emmanuel Macron, qui avait plutôt porté une ambition européenne, avait réussi à avoir certains actifs, notamment parce qu'il a réussi à convaincre certains pays d'emmener sur les coalitions. Soit vous êtes sur un accord de coalition et vous emmenez certains pays avec vous, soit par cas, vous êtes sur une question de rapport de force et que vous êtes Gerhard Schröder au début des années 2000. C'est-à-dire que vous voulez mettre la France sur le premier pays d'Europe, et comme vous êtes le premier pays d'Europe, vous imposez votre vision au reste du monde. Mais si c'est sur ce point-là, votre programme est en contradiction avec ce que vous voulez faire, parce que vous ne pouvez pas faire un programme dépensier social et en même temps augmenter la productivité du pays pour que le pays dépasse l'Allemagne. C'est pas possible. Il y a une contradiction majeure. Non, pas du tout. Je vais juste pour répondre, parce que pardonnez-moi, quand William nous explique que le groupe Visegrad soutient Emmanuel Macron, etc., c'est faux. Soutient l'Allemagne. Vous savez que M. Orban fait partie de ce groupe Visegrad. D'autres pays comme la Croatie font partie de ce groupe Visegrad. La Tchéquie fait partie de ce groupe Visegrad et on a de très bons liens avec eux, et la France pourra aller au-delà. L'Allemagne aussi, si c'est la Tchéquie. Ce dont on refuse, et c'est ce que monsieur porte-parole d'En Marche s'est trompé, c'est qu'en réalité, Eduardo, sur les... Je sais, c'est un nom étranger, c'est difficile. Oui, vous savez, il est étranger. Mais il a un nom étranger aussi. Vous voyez la stupidité des arguments de Macron. On est 5 à avoir un nom étranger ici. Alors, non, mais je crois que c'est les fiches de Macron. Ils n'arrivent pas à considérer qu'il y a aussi des fils d'immigrés du côté de chez Marine Le Pen. Commencez pas à faire comme lui. Franchement. Monsieur, ce que dit Marine Le Pen sur l'alliance militaire, notamment avec l'Allemagne, ce que vous êtes trompé tout à l'heure avec la Russie, on vient de me le dire, c'est qu'en réalité, Marine Le Pen refuse une alliance militaire avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'elle poursuit exactement ce que dit le patron de Dassault. L'Allemagne nous demande tous les secrets
tous les secrets industriels, notamment sur le Rafale, et derrière achète américain. C'est normal, vous êtes des nationalistes. Vous êtes avec personne, vous êtes avec vous-même. D'accord, c'est ça le sujet. Donc vous, macronistes, vous allez donner par exemple le siège de Conseil de sécurité à l'ONU parce qu'on est nationaliste, c'est ça? Monsieur, nous sommes les héritiers du général de Gaulle. Non, pas du tout. On est les héritiers du général. Vous êtes inaudible. Imaginez, il y a quelqu'un qui essaye d'écouter la radio, vous parlez tous en même temps. Patrick Caram, s'il vous plaît. Merci. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure William Thiers, je pense qu'il a parfaitement raison et il faut approfondir ce qu'il disait, c'est que Marine Le Pen va... le coût de son programme non financé, c'est 100 milliards d'euros par an. C'est à peu près ce que dit, par exemple, l'IFRAP ou d'autres instituts qui ont évalué son programme. C'est à minima 100 milliards d'euros par an. Emmanuel Macron, c'est entre 30 et 50 milliards, plutôt 50 milliards d'euros par an. Le problème, si vous voulez, c'est que nous avons quasiment 3 000 milliards d'euros de dette. La moitié des détenteurs de notre dette, ce sont des étrangers. Vous voyez, ce sont des groupes étrangers, ce ne sont pas des groupes français. Vous n'allez pas jouer avec eux comme ça. Nous avons une autre contrainte, c'est que nous avons une augmentation des taux d'intérêt. J'étais sur un plateau il y a quelques semaines, on me disait non, ça n'a pas augmenté. On est 1,3. 1,3 et ça ne va pas s'arrêter. Et le sujet, c'est qu'on a une inflation galopante, on aura une paupérisation de la population, et donc, elle va être confrontée, enfin le futur président de la République va être confronté à un choc social sans précédent, avec bien sûr des conséquences qui vont être terribles sur le terrain. En Outre-mer, bien évidemment, l'Outre-mer a déjà commencé. Le malaise social que l'on voit en Outre-mer s'est exprimé le dernier quinquennat et avant. Mais nous l'aurons dans l'Hexagone. Les gilets jaunes, eh bien, mais je peux vous dire une chose, les gilets jaunes seront juste une petite plaisanterie par rapport à ce qui attend le prochain président de la République. Il faut l'avoir en tête. Et si le programme de Marine Le Pen accroît ce déficit-là, et si ce programme qui aujourd'hui mettra Marine Le Pen sous la tutelle des grands financeurs internationaux et des Européens, eh bien, elle sera totalement pied-point liée aux puissances étrangères. 18h56, Patrick Caram, le vice-président de la région Île-de-France, Édouard Dorian-Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès, Andrea Cottarach, porte-parole de Marine Le Pen et le président du think tank Le Millénaire, William Thiers, sont là jusqu'à 20h avec nous à 19h. Le journal dans quelques petites minutes et juste après, on reprend les débats. À tout de suite, vous êtes sur Europe 1. Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1. Merci, un grand merci à tous les éditeurs de nous être fidèles depuis 15h où nous avons pris l'antenne pour suivre ce grand meeting de Emmanuel Macron au Pharo à Marseille avec nos correspondants sur place, Stéphane Burgat, Arthur Delaborde et tout le service politique mobilisé. Nous faisons le débrief depuis tout à l'heure avec Édouard Dorian-Sipel, Patrick Caram, Andrea Cottarach et William Thiers qui reviendront juste après le journal pour le débrief et pour les autres sujets d'actualité. Ça sera bien sûr après le journal de Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Puisqu'il est 19h sur Europe 1. Premier grand meeting d'entre-deux tours pour Emmanuel Macron à Marseille où il s'exprime en plein air. Le président candidat a joué la carte de l'écologie. Marine Le Pen, elle, s'est voulue proche de la population en Eure-et-Loire. En marge de la campagne, ils étaient des milliers à défiler partout en France pour dire non à l'extrême droite. Des manifestants contre Marine Le Pen, mais qui ne soutiennent pas non plus Emmanuel Macron. La Russie poursuit ses représailles à la suite du naufrage du Moskva. Les bombardements s'intensifient sur Kiev. Nous serons sur place dans ce journal. Le week-end de Pâques, demain la chasse aux œufs, une fête importante pour les artisans chocolatiers qui profitent cette année de la défiance des consommateurs envers le chocolat industriel. La tendance météo, Valérie Darmon. Nouvelle très belle journée à venir en ce week-end de Pâques sur l'ensemble du territoire avec des maximales en ce dimanche entre 17 à Dunkerque et 25 à Cahors. Météo complète de ce dimanche de Pâques à la fin du journal. Et à 8 jours du second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron est donc passé à l'offensive aujourd'hui à Marseille. Il a tenu son premier grand meeting d'entre-deux tours, un discours en plein air, sous le soleil de la cité phocéenne dans le jardin du Pharo. Arthur Delaborde, vous êtes à Marseille, vous avez suivi ce meeting pour Europe 1. Le président candidat s'est adressé à sa gauche et a fait vibrer la corde écologique. Oui, Emmanuel Macron a d'abord vanté son bilan en la matière, citant par exemple l'arrêt de plusieurs projets anti-écologiques comme Notre-Dame-des-Landes, avant de prôner une ambition beaucoup plus forte pour le prochain quinquennat. Si nous voulons respecter les accords de Paris, il faut aller
2 fois plus vite que ce que nous venons de faire ensemble durant ces 5 années. Et pour accélérer, le président candidat veut notamment planter 140 millions d'arbres en France, déployer un effort massif de purification de l'air dans tous les bâtiments publics ou encore se battre pour obtenir une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Il a aussi annoncé une nouvelle méthode. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. La planification écologique, concept cher à Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé largement en tête à Marseille lors du premier tour, mais c'est surtout Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron a attaqué. Avec nous, leur dit-elle, la neutralité carbone 2050, d'ailleurs, la place-t-elle en 2030, elle qui connaît si bien ces chiffres. Fini cette neutralité carbone. Même incompétente, elle est climato-sceptique. Emmanuel Macron qui l'a dit très clairement, il veut faire du 24 avril un référendum pour ou contre l'écologie. Arthur Delaborde, un discours devant plus de 4200 personnes selon l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, des militants La République En Marche, mais également beaucoup d'électeurs de gauche venus se faire une opinion, Stéphane Burgat. Oui, alors ils étaient minoritaires dans cette foule, bien évidemment, mais j'ai pu échanger assez longuement, par exemple, avec une dizaine d'entre eux, des indécis, des électeurs insoumis ou encore écologistes, comme Babilé, qui ne souhaite pas prendre de décision à la légère. Il reportera donc son vote pour Emmanuel Macron. Il n'y a pas de doute, ouais, voilà, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas le choix surtout, c'est ça, il n'y a pas de choix. Il y a le choix Parce que Marine Le Pen, non, donc l'extrême droite, non. Et Macron, oui, du coup. Vous êtes quand même venu, pourquoi? Pour comprendre, pour faire une idée, pour vous rassurer? Pour voir, pour entendre, pour me rassurer dans mon choix, effectivement. Alors mon choix, il est fait contraint, forcément. Mais bon, il y a un moment, de toute façon, il faut faire un choix. Voilà, mais pour les autres, comme Frédéric, totalement indécis en arrivant, eh bien, la prestation d'Emmanuel Macron ne l'a absolument pas convaincu. J'ai du mal parce que je ne le ressens pas proche du peuple. Je crois que ça va être la première fois que je vais voter blanc. Bon, je me laisse encore, je vais juste manger une glace parce qu'il fait très chaud, je vais digérer tout ce qu'il a dit. Mais voilà, je ressens pas l'humain. Voilà, et beaucoup parmi ces électeurs de gauche sont d'ailleurs partis avant la fin du discours et se projettent déjà sur les prochaines échéances législatives du mois de juin. Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1. Ouais, et ce meeting du Faro, nous le réécouterons demain soir à 23h en entier après votre journal, Sophie Dussault, là aussi pour respecter les fameuses consignes de temps de parole de l'Arcom. Marine Le Pen, elle, était ce matin en Eure-et-Loire. À Saint-Rémy-sur-Avre, une commune de 3900 habitants qui a voté à plus de 37% pour elle, loin devant Emmanuel Macron. Un terrain conquis pour la candidate du Rassemblement national qui a joué la carte de la proximité. Victor Chabert y était pour Europe 1. Premier arrêt dans un bar PMU, puis déambulation sur une brocante. Marine Le Pen veut montrer qu'elle est au contact des Français et enchaîne les selfies. Qui a raté sa photo là ? Sur la place du village, la candidate s'exprime notamment sur les manifestations en France aujourd'hui à son encontre, à l'appel d'une trentaine d'organisations dont SOS Racisme. Je pense que les Français trouvent ça désagréable de voir que leur choix est ainsi contesté dans la rue. J'ai envie de dire à tous ces gens, allez donc voter. Voilà. Interrogée sur l'interdiction du port du voile qu'elle propose et après un échange marquant avec une femme voilée hier sur un marché de Vaucluse, Marine Le Pen semble infléchir sa ligne. Je ne suis pas obtus, mais il faut régler le problème des femmes qui sont obligées de mettre le voile parce qu'elles sont sous la pression des islamistes. Il y aura de toute façon des débats. L'Assemblée nationale aura son mot à dire et je vous rappelle que grâce à mon référendum d'initiative citoyenne, 500 000 citoyens peuvent toujours demander à faire voter les Français sur l'abrogation d'une loi qui leur déplaît. Je ne peux pas faire plus démocratique que ce fonctionnement-là. Avec ses propos, Marine Le Pen montre qu'elle refuse toute occasion de rediabolisation dans cet entre-deux-tours, quitte à dévier de ses positions habituelles. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. En marge de la campagne de Marine Le Pen, des manifestations ont eu lieu aujourd'hui dans une trentaine de villes contre l'extrême droite. Une mobilisation à l'appel de plus de 30 organisations et syndicats, dont SOS Racisme, la CGT ou encore le syndicat de la magistrature. À Paris, ils étaient 9200 selon la préfecture à défiler entre la Nation et la République. Ils ont protesté contre l'éventuelle arrivée de la candidate du Rassemblement national à l'Élysée, mais plus largement contre le duel Macron-Le Pen du second tour. Zoé Pallier. Pas de Le Pen à l'Elysée, c'est le message inscrit en rouge et noir sur la banderole en tête du cortège. Derrière, il y a quelques vétérans. J'étais en 2002, il y a 20 ans, j'ai été en 2017. Mais la foule est plutôt jeune, presque tous ici ont voté Mélenchon au premier tour, comme Clémentine. Elle a 28 ans, elle enseigne l'histoire. On se retrouve évidemment pas dans le projet de Marine Le Pen qui est une aberration constitutionnelle, raciste. Donc c'est important de manifester contre sa présence au second tour.
Au-dessus des têtes s'élèvent quelques pancartes, ni Macron ni Le Pen, l'affiche du second tour que Charles a du mal à accepter. Moi, je suis venu manifester mon désaccord et ma colère et ma haine contre tous ces gens qui nous refusent un futur désirable. Une question semble donc obséder les manifestants, faire barrage ou s'abstenir. Et cela fait débat au sein du couple de Caroline et Mathieu. Je vais voter Macron uniquement pour le combat anti-racisme, et même si voilà, je suis en désaccord complet avec ce vote, vraiment. Venir ici, ça me permet de prendre un peu de force, justement. Je ne suis pas tout à fait sur la même longueur d'onde au niveau du vote. Je suis convaincu de voter blanc. Tous ici promettent de revenir manifester régulièrement dans les prochains mois contre le gouvernement de Marine Le Pen ou celui d'Emmanuel Macron. Zoé Pallier, Marine Le Pen a jugé ces manifestations antidémocratiques car il conteste, selon ses mots, les résultats d'une élection et elle engage les manifestants à aller voter dimanche prochain. Ouais, continue bien sûr de débattre avec mes invités juste après votre journal, notamment sur ces dernières questions concernant Marine Le Pen, notamment sur le voile. Restez avec nous, il est 19h07. Dans un instant, nous irons à Kiev, une nouvelle fois ciblée par les frappes russes. On parlera aussi des fêtes de Pâques pour les commerçants. Sans oublier, bien sûr, le journal des sports. À tout de suite. Le droit d'aller à l'école, ça vous paraît normal? Et le droit d'avoir un travail alors? Chez Actual, acteur majeur du travail en France, nous travaillons tous les jours pour vous garantir ce droit. Travail intérimaire, recrutement, accompagnement vers l'emploi, formation. Avec Actual, construisons ensemble votre travail. Oui, encore un petit message pour Thierry Henry s'il est en train d'écouter Europe 1. Titi, cette semaine, 32e journée de Ligue 1 Uber Eats sur Prime Video avec PSG OM, le classique. Rien que ça. Enfin, non, pas que ça, il y aura d'autres matchs aussi, mais PSG OM quoi. Donc n'oublie pas de venir avec tout ce qui est commentaires acerbes, analyse pointue. Bref, on compte sur toi. Voilà, et pour tous ceux qui m'écoutaient, retrouvez vos matchs préférés de Ligue 1 Uber Eats en direct sur Prime Video. À dimanche Titi. Ah, j'ai hâte. Maux de tête, céphalée, stop. Le roller maux de tête pur essentiel aux 9 huiles essentielles 100% pures et naturelles, associé à l'effet frais de sa bille massante, soulage les douleurs vite et bien. C'est scientifiquement prouvé. Roller maux de tête, la solution naturelle et efficace. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Sappho, Jeanne d'Arc, Marie Stuart, Juliette. Comment ces héroïnes romantiques étaient-elles représentées dans les arts au XIXe siècle ? Découvrez ces femmes au parcours exceptionnel à travers une centaine d'œuvres, peintures, sculptures, objets d'art. Héroïnes romantiques, la nouvelle exposition du Musée de la vie romantique, Paris 9e, du 6 avril au 4 septembre, en partenariat avec Europe 1. Avec mon frère, nous avons choisi d'être aidés par Intégrance pour que maman puisse rester chez elle. Maintenant, on partage un agenda pour coordonner ses aides à domicile. Ma femme vient d'être hospitalisée et j'ai choisi d'être aidé par Intégrance pour organiser son retour à la maison. Je suis mandataire judiciaire. J'ai choisi d'être aidée par Intégrance pour simplifier mes démarches administratives. Aujourd'hui, je gagne un temps précieux pour les personnes que je protège. Et vous, pourquoi choisirez-vous Intégrance, la mutuelle de toutes les solidarités? Rendez-vous sur intégrance.fr. Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve. À bientôt, 19h10, la suite du journal de Sophie Tussaud. 52e jour de guerre en Ukraine. La Russie met à exécution sa menace d'intensifier ses bombardements sur Kiev. Nouvelle représailles après que le Moskva, le vaisseau amiral de sa flotte, a été coulé cette semaine en mer Noire. Une frappe a touché la banlieue est de la capitale ukrainienne ce matin. William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev et c'est à nouveau un site militaire qui a été visé. Oui, cela s'est passé aux alentours de 7 heures ce matin. Une forte explosion a été entendue, puis une colonne d'une épaisse fumée noire s'est élevée, recouvrant une bonne partie de la rive gauche de Kiev. Selon le ministère russe de la Défense, cette frappe aérienne a été causée par des missiles air-sol de longue portée. Les autorités de la capitale ont déploré un mort et plusieurs blessés. Pour la deuxième fois en 2 jours, c'est encore un site militaire qui a été ciblé. Des soldats y empêchaient encore l'accès cet après-midi. Cette fois-ci, le bombardement a eu lieu à proximité directe des habitations. C'est vraiment passé juste à côté, nous raconte Vladislav, un riverain. Bien sûr que les gens sont inquiets. Les maisons sont construites dans l'ancien quartier militaire. Les Russes se basent peut-être sur des anciennes cartes de l'époque soviétique. Donc si c'est le cas, nous faisons face à une menace sérieuse. Les bombes donc reviennent dans la capitale ukrainienne. Le maire Vitaly Klitschko a une nouvelle fois demandé aux habitants de trouver immédiatement un abri quand ils entendaient les sirènes anti-aériennes. Consigne qui se heurte à une certaine forme de résignation qu'on a pu constater cet après-midi encore dans les rues de Kiev.
William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Les combats se poursuivent également à Mariupol. Le président Zelensky prévient que si les derniers soldats ukrainiens présents sur place sont éliminés, les négociations de paix avec Moscou seraient arrêtées. En parallèle, la Russie interdit d'entrer sur son territoire Boris Johnson et plusieurs autres hauts responsables britanniques. Une décision après que Londres a imposé des sanctions à Moscou en raison de son opération militaire en Ukraine. La crainte d'une gigantesque marée noire en Méditerranée. Un pétrolier a coulé ce matin au large de la Tunisie, dans le golfe de Gabès. Il transportait 750 tonnes de gasoil. Pour le moment, il n'y a pas de fuite. Les autorités tunisiennes se montrent optimistes et font état d'une situation sous contrôle. Le navire battant pavillon de la Guinée équatoriale était parti d'Égypte et devait rejoindre Malte. Ce week-end, ce sont les fêtes de Pâques, avec demain notamment la traditionnelle chasse aux œufs. Et donc l'occasion de manger du chocolat, Pierre. Un week-end qui représente totalement assumé. Oui, 30% du chiffre d'affaires annuel des artisans chocolatiers. Et cette année, après le scandale sanitaire et le rappel d'œufs Kinder, ils font face à une demande record. Arthur Pereira s'est rendu chez l'un d'entre eux dans la boutique d'Yvan Delaveau, artisan chocolatier à La Morlaix dans l'Oise. Des œufs, des poules, des cochons et même des souris façonnées à la main, toutes les sculptures en chocolat installées derrière la vitrine attirent l'œil des clients. L'odeur enivrante du cacao parfume la boutique. Evelyne, 65 ans, foule à retour du cou, termine ses derniers achats. Je suis venue acheter chocolat blanc pour ma petite fille et chocolat normal pour mon petit garçon. Avec l'affaire Kinder, pour elle, pas question d'aller en grande surface. Je voulais avoir toutes les garanties nécessaires pour vraiment fêter Pâques comme il se doit. Yvan Delaveau, le chocolatier, lui, multiplie les allers-retours entre l'atelier et la boutique. L'artisan recharge les étagères en chocolat. Cette année, il observe l'arrivée d'une nouvelle clientèle. On a eu des gens qui, pour le coup, ont acheté du Kinder et qui l'ont jeté, qui l'ont mis à la poubelle. Et qui du coup ont eu un déclic et vont vers des petits artisans de proximité pour chercher la qualité. Le chocolatier a même augmenté sa production, passant de 6 000 moulages à 10 000. Si l'affluence reste la même pour les prochains jours, il craint même de ne pas avoir assez de stock pour garantir la chasse aux œufs pour tout le monde. Arthur Pereira. Et on passe au sport. Le sport avec le cyclisme. L'enfer des pavés pour les femmes. Deuxième édition du Paris-Roubaix féminin, 124 km, victoire de l'Italienne Elisa Longo Borghini, la championne d'Italie. Demain, ce sera au tour des hommes. L'occasion d'un coup de projecteur sur la mythique trouée d'Arambert que n'ont pas emprunté les filles aujourd'hui. Les pavés de ce secteur ont été nettoyés, mais reste un passage particulièrement délicat et sont un trésor du patrimoine de Paris-Roubaix. Lionel Gougelot. Quand il parcourt la trouée d'Arenberg, secteur mythique du Paris-Roubaix, Salvatore Castiglione, le maire de Wallers, se ressent toujours la même émotion. J'ai souvent l'habitude de dire qu'à Wallers, on n'a pas de pétrole, mais on a cette trouée d'Arenberg et c'est une richesse inestimable qu'il faut conserver et qu'il faut préserver du mieux possible. Justement, après l'édition de l'automne dernier qui s'est courue dans un enfer de pluie et de boue, les 2 km du secteur pavé ont été nettoyés et sécurisés au grand soulagement de Thierry Gouvenou, le directeur de course. Donc on est dans des bonnes conditions, on sait que c'est le secteur qui est le plus regardé, le plus difficile. Et là, on voit que le nettoyage qu'on a fait à l'automne a payé et puis qu'on a quelque chose de très propre et très cyclable. C'est bien défoncé comme d'habitude au niveau du pavage, mais il n'y a pas de risque avec l'herbe et la terre. Un passage dans la trouée d'Arenberg, plus sûr donc, mais toujours aussi spectaculaire, assure Salvatore Castiglione. Voilà, là on aura la chance d'avoir des pavés qui ne seront pas forcément glissants. Et en tout cas, le fait de préserver aussi ces pavés, c'est aussi une manière de sécuriser en fait cette course. Et les coureurs et les suiveurs le savent, on ne gagne pas le Paris-Roubaix à Arenberg, mais c'est là qu'on peut le perdre. À Wallers, Lionel Gougelot, Europe 1. Le football, 32e journée de Ligue 1, Saint-Etienne bat Brest 2-1. Puis ce soir, c'est le derby du Nord. Lille reçoit Lens à 21h, sans supporters lensois. Décision identique prise pour le choc demain soir entre le PSG et l'OM. Pour éviter tout débordement, les supporters marseillais sont interdits de déplacement à Paris. Bonsoir Lionel Rousseau. Bonsoir Pierre. J'ai l'impression qu'on va parler foot ce soir. C'est très probable. On parlera du derby du Nord, bien sûr, de cette rencontre que l'on va retransmettre, mais on se prépare déjà au grand classique de demain. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, ça ne vous a pas échappé. Grosse soirée sur Europe 1 aussi dès demain avec un invité exceptionnel que l'on vous propose dès ce soir. C'est Alain Kézac au micro exclusif de Jacques Vendroux, président historique
du Paris Saint-Germain au comité directeur pendant plus de 20 ans, 2006-2008, lors de sa présidence. Il parlera de ses classiques, de ses souvenirs de classiques, et notamment un Marseille-Paris Saint-Germain lorsqu'il est resté dans le vestiaire du Paris Saint-Germain pendant de longues heures après une rencontre assez électrique. Et puis, il donne son sentiment également sur le match de demain, même en cas de victoire du PSG, alors que le public va bouder, encore une fois, au Parc des Princes. Même en cas de victoire du PSG, ça ne fera pas oublier et ça ne cicatrisera pas l'élimination en Ligue des Champions. Alain Kézac, ce soir, à partir de 20h. C'est bien noté, merci mon cher Lionel Rousseau. On passe à la météo. Valérie Darmon, est-ce que vous nous promettez un beau dimanche de Pâques ? Effectivement, même si les températures minimales sont en légère baisse, avec 3 à 8 degrés sur la moitié nord, 6 à 10 au sud et jusqu'à 14 près de la Grande Bleue, les températures maximales sont très agréables, avec 18 à 22 au nord et à l'est de la Loire, 20 à 25 au sud et 19 annoncés à Nice et Charleville-Mézières ainsi que Strasbourg, 20 à Châteauroux, à Reims et Lille, 21 à Paris et Lyon, 22 à Tours, Nantes et Nevers, 23 à Bordeaux et 24 à Carcassonne. Côté ciel, sur les Alpes du Sud, vous risquez toujours quelques averses, voire un orage isolé en fin de journée, et sur la Bretagne, une petite dégradation nuageuse qui arrive progressivement au fil de l'après-midi, assombrissant votre ciel. Des entrées maritimes de nuages bas persistent aussi sur la côte basque, comme ce matin. Sinon, c'est grand beau pour tout le monde. J'aime bien le sinon. Merci beaucoup Valérie Darmon. Et c'était le journal de Sophie Tussaud. 19h17, nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec les débatteurs. Et nous parlerons bien sûr encore et toujours de ce second tour de la présidentielle qui approche. Plusieurs actualités, plusieurs questions ont été développées pendant la semaine. Et justement, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent, notamment le porte-parole de Marine Le Pen et celui d'Emmanuel Macron. A tout de suite sur Europe. Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. De retour sur le plateau d'Europe Soir après ce grand meeting d'Emmanuel Macron à Marseille qui a commencé tout à l'heure à 15h30, qui s'est fini peu avant 17h. Eduardo Riancipel, porte-parole d'Emmanuel Macron, Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France, Andrea Cottarach, porte-parole de Marine Le Pen et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Il y a un sujet, il y a plein de sujets, mais il y a un sujet sur lequel Marine Le Pen a peut-être un peu changé d'avis ou changé son fusil d'épaule, c'est le voile, Andrea Cottarach. Mais je crois qu'en réalité, vous savez, je pense un peu comme Henri Pénard-Ruiz, qui est un des grands spécialistes de la laïcité. Il dit concernant le voile sur le domaine public que ça n'a rien à voir avec la laïcité, donc la loi de 1905, ce qui est vrai. C'est un combat politique. Moi, qui viens de la gauche, si vous voulez, je suis assez étonné d'entendre tout et n'importe quoi à ce sujet. Je ne veux pas hystériser le débat, je veux réfléchir à tête froide. Historiquement, ceux qui ont supprimé le voile, qui ont permis par exemple à des Afghanes d'aller à l'université en jupe, c'était un gouvernement communiste. Celui qui a résisté aux frères musulmans pour imposer le voile aux Égyptiennes, c'était Nasser, un socialiste non aligné. Celui qui pour a fait imposer le voile, non. Attendez, pour refuser le voile, vous n'avez pas Nasser. commencé à l'interrompre. Non, mais là, c'est faux. Non, évidemment, Ah oui, qui a refusé. C'est ce que je dis. Qui a refusé le voile. Exactement, c'est ce que je dis. Nous sommes d'accord. Pareil en Afghanistan, c'était Oui, des bien communistes. En ex-Yougoslavie, c'était Tito, socialiste, leader aussi non aligné. Et donc, je dis que cette gauche qui dit un peu bêtement si Marine Le Pen est contre le voile, c'est qu'elle est raciste et méchante, mais pas du tout. C'est des gens qui ignorent leur propre histoire de gauche. C'est un combat et c'est une idée philosophique, morale. Moi, je viens de chez Mélenchon. Je vais vous donner 2 citations et après, je laisse les autres parler. Jean-Luc Mélenchon, en 2010, dans Marianne 2, il dit « Le voile est une pratique, j'aurais pas osé, répugnante et obscène ». Jean-Luc Mélenchon, dans Le Monde, il dit que le burkini est un affichage militant. Jean-Luc Mélenchon, il dit notamment sur Cato TV que le port du voile est un problème. C'est-à-dire que vous voyez, c'est un débat qui est transpartisan, c'est un débat qui concerne tout le monde. Et donc, on a le droit effectivement d'y réfléchir. Marine Le Pen y a réfléchi. Est-ce que l'événement de ce dialogue qu'il y a eu entre Marine Le Pen, je crois que c'était hier ou avant-hier, sur le marché de Pertuis dans le Vaucluse, lui a fait changer? Est-ce que c'est ce dialogue avec cette dame qui lui dit non, nous c'est notre religion, c'est pas ce que vous pensez, et je fais pas référence à ce qu'a dit Emmanuel Macron, le dialogue avec la jeune fille en lui disant est-ce que vous êtes féministe, etc. Oui, je crois que à la fois Emmanuel Macron, mais à la fois l'Union européenne qui dit la liberté dans le hijab se trompe pour le coup. Mais ce que dit Marine Le Pen, effectivement, et elle l'a rappelé à cette dame voilée, c'est qu'en réalité, Marine Le Pen considérera tous ses enfants de la même manière, qu'ils croient en une religion, chrétienne, musulmane, juive,
ou qu'ils ne croient pas. Tout le monde est d'abord et avant tout français. Chez nous, on a 3 couleurs, c'est le bleu, le blanc et le rouge. Maintenant, juste sur... Il y a quand même, et je finirai là-dessus, qu'on ne fasse pas non plus les naïfs. Il y a une réalité dans le pays. Les services de renseignement intérieur nous expliquent que 150 quartiers, les services de renseignement intérieur, pas Marine Le Pen encore une fois, 150 quartiers dans notre pays sont contrôlés par les islamistes. Moi, j'ai travaillé 2 ans à Vénissieux. J'ai aussi été à Vaux-en-Velin. C'était absolument extraordinaire. Tout le monde n'est pas islamiste, bien évidemment. Mais il y a quand même une poussée islamiste dans le pays. Et oui, j'ai vu des femmes porter le voile, porter la burqa, alors que c'est illégal, et de plus en plus jeunes. Donc il faut quand même prendre en compte cette thématique et réfléchir philosophiquement, moralement, politiquement et juridiquement sur cette question-là. Et sur l'égalité homme-femme. Donc référendum ? Ça, ce sera à nous de voir, mais on a d'abord, avant tout, le droit de réfléchir à ça, sur l'égalité entre l'homme et la femme. Moi, je doute que le prophète ait fait finalement une distinction entre l'homme et la femme, considérant la femme inférieure à l'homme. Mais voilà, donc je suis pour l'égalité interdiction, Moi, je suis favorable, si vous voulez, à me battre contre l'idéologie islamiste dans notre pays, parce qu'il y a une véritable poussée, une poussée qui demande aux femmes de porter le voile. Si vous ne portez pas le voile dans certains quartiers, vous ne pouvez pas sortir. Et je fais clairement, et ça je pense qu'il faut le dire très clairement, Marine Le Pen fait clairement la différence entre les musulmans et les islamistes. Les musulmans, ils croient en Dieu et ils respectent les autres. Les islamistes, ils croient en Dieu et ils imposent aux autres, et ils tuent les autres. Ça, c'est une grande différence, donc on s'attaque surtout à une doctrine politique, certainement pas aux croyants. Édouard de Riensipel, pour Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron est pour la laïcité. Encore une fois, il est dans la tradition de la République. Il l'a rappelé tout à l'heure. Voilà. Et il n'a pas touché à la laïcité, parce que la laïcité, c'est ce qui permet d'avoir la concorde. C'est la liberté de conscience. Très bien. Croire ou ne pas Sur le croire. voile. Sur le voile, on voit très bien quelle est la vraie pensée de Marine Le Pen, parce que moi, je ne regarde pas simplement les discours. Vous savez, j'ai beaucoup lu Marx dans ma jeunesse, et c'est très important. Et il dit ceci, il ne faut pas juger les hommes sur la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes, mais il faut juger les hommes sur ce qu'ils font. Oui, mais là, ce n'est pas Marx, c'est Macron. Et donc, que fait Marine Le Pen depuis des années? Elle détourne la laïcité pour cibler les Français musulmans. Elle détourne la laïcité pour en faire une arme contre les musulmans. Moi, je ne dis pas qu'elle est raciste, mais je pense quand même qu'il y a dans le discours de Madame Le Pen de la xénophobie. Il y a malheureusement cette tradition-là, c'est-à-dire la peur de l'étranger. Cette question du voile, Emmanuel Macron a raison, c'est une question de symptôme. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi je viens de la gauche républicaine, je suis un patriote, je ne suis pas un nationaliste, comme monsieur Cotarac et Madame Le Pen. C'est la différence. Nous sommes du camp de Jaurès. Parlez de vous, pas de moi. C'est le patriotisme, c'est la patrie et c'est pas le nationalisme. C'est une vraie différence. Donc on fait quoi? La laïcité, il faut lutter. Nous avons donc en ce sens, et je pense qu'Emmanuel Macron le montre, et il est dans cette tradition. Après, il faut ajuster les choses. D'abord, il ne faut pas en faire un sujet. Le sujet, c'est le communautarisme d'une part. Ce n'est pas la France. Et le sujet de l'autre côté, c'est l'islam politique. Et effectivement... Là, vous êtes d'accord. Non, je ne suis pas d'accord, mais je suis effectivement d'accord pour dire qu'il y a malheureusement si vous êtes d'accord pour combattre un islam politique qu'il faut combattre, qui cherche justement lui aussi à enfreindre les lois de la laïcité. Et nous n'allons pas céder face à cette pression. Et nous n'allons pas non plus laisser les musulmans de France seuls face à ce problème. Ils ont leur place de la République et il y en a assez qu'on manipule, qu'on utilise et qu'on prenne les musulmans comme un objet politique pour manipuler les choses en vue d'un but politique. Donc je crois que c'est très important. La laïcité, oui, mais pas le détournement qu'ont fait le Rassemblement national pour cibler une partie de la population française. Sur la question du voile. J'ai noté qu'Emmanuel Macron, il y a quelques années, n'avait pas ce discours-là. On l'a tous noté. Aujourd'hui, il est beaucoup plus clair parce que Marine Le Pen a un discours disant qu'elle veut interdire le port du voile dans l'espace public, donc il prend le contre-pied, il va même au-delà de ce contre-pied, puisqu'il assimile le port du voile au féminisme. Là, je trouve qu'il a poussé le bouchon trop loin. Pardon de vous le dire, il ne faut pas pousser mémé dans les orties, quand même. Ça fait 2 fois votre histoire de mémé dans les orties. Non, ça c'est la première fois que je le dis ce soir. Arrêtez, on se l'était déjà dit, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. On est là depuis 15 heures. Le sujet est simple. Le sujet est simple pour moi. Enfin, il est simple, il est extrêmement complexe. Il est extrêmement complexe. Vous prenez la question du sport. Qui pousse pour qu'il y ait le voile dans les fédérations internationales? Les pays les plus rétrogrades, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, tous ces pays qui, à coup de pétrodollars,
imposent leur façon de voir, c'est-à-dire leur vision des femmes qui sont soumises, des femmes qui sont à la botte des hommes, qui ne sont pas des majeurs, des femmes qui ne peuvent pas Je crois qu'il y a eu une publicité des Nations Unies aussi. Non, et mais je vous le dis, c'est un sujet. Du comité olympique. C'est un sujet, effectivement, qui est majeur. On détourne les règles, effectivement, et ça se retourne finalement contre les femmes. Mais maintenant, quand vous êtes en France, est-ce qu'on va mettre en place une police des mœurs, une police des vêtements dans la rue? C'est compliqué. Moi, je me semble que c'est la position de Valérie. Je suis content que vous le disiez parce que la question que je voulais poser, c'est comment est-ce qu'on va faire le. Ben justement, moi, il me semble comment est-ce qu'on va identifier ne me sortez pas le renseignement intérieur parce qu'ils ont déjà tellement à faire. Pardon, je peux finir juste là-dessus. Moi, il me semble que ce que propose Valérie Pécresse, c'est peut-être la solution, c'est de combattre le port du voile forcé. C'est-à-dire que les enfants, les fillettes, les mineurs, on doit supposer qu'on les oblige à porter le voile, donc on l'empêche sur la place publique. Par contre, quand ce sont des majeurs, c'est plus compliqué. Nous finançons à la région Île-de-France. C'est sur ma délégation. Nous avons fait voter une délibération finançant les associations qui vont traquer ceux qui imposent le voile dans les quartiers. Parce que ça existe. Et il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, je vais juste dire une chose. Marine Le Pen, aujourd'hui, confronte sa vision à la réalité. Vous voyez, cette petite tonalité où elle est en train de modifier sa façon de présenter sa vision sur le voile. Ouais. Elle n'est plus aussi certaine qu'il faut interdire le voile sur l'espace public. Elle le fait pourquoi ? Parce que il y a eu un vote musulman de manière très claire. Il y a eu un vote communautaire pour Mélenchon. 70%. Ouais. Oui, 70% ont voté Mélenchon. Oui. Comme 93% avaient voté contre Sarkozy. Vous avez oublié ça. En 2007, 97% des musulmans avaient voté contre Sarkozy. 2012, 93% des musulmans avaient voté contre Sarkozy et s'étaient mobilisés. On a eu le même phénomène, une mobilisation, effectivement, qui partait des mosquées. Et je trouve que c'est absolument pas sain. Maintenant, il faut raison garder. Moi, j'en ai marre. Vous savez, non mais alors du coup, Zemmour, je comprends pas. Revenons dessus. Faites-moi la corrélation entre le vote musulman, 69% pour Mélenchon, et Marine Le Pen. Où est-ce que vous voulez en venir ? Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'elle elle peut craindre ce vote musulman. Elle essaie de grappiller des marges. Et dans ces marges-là, vous avez effectivement un bloc. Vous avez 5 millions de musulmans qui votent en France. C'est à peu près les chiffres que donnent les instituts de sondage. Donc elle va essayer de grappiller des marges là-dessus, parce que si elle se prend de front un vote à 5 millions de personnes, c'est sûr qu'elle perd contre Macron. Et Macron, en sens inverse, essaie d'aller dans ce sens-là pour... c'est un peu la course à l'échalote entre les deux. C'est la course à l'échalote, l'un qui essaie de déminer sa posture et l'autre qui essaie d'enfoncer sa concurrente. Juste un mot dessus. Finissons là-dessus. Moi, je regrette, si vous voulez, le débat est mal tourné avec Zemmour. Zemmour a totalement hystérisé le débat. Moi, j'étais très malheureux sur le voile, pour les Français, surtout les prénoms musulmans. Moi, j'ai des cousins qui s'appellent Ahmed. C'est des chrétiens, c'est des maronites. Ahmed, qu'est-ce que ça peut vous foutre un prénom ? J'ai des gens on est loin, qui là. portent... C'était à l'automne. Il a hystérisé le débat. Il a diabolisé les musulmans et l'islam. Je note que Marine Le Pen ne le fait pas sur l'islam. Et elle considère que l'ennemi, c'est l'islamisme. Malgré tout, il y a des ambiguïtés dans ceux qui la suivent, mais si je regarde la posture de Marine Le Pen sur l'ennemi qui est l'islamisme, je crois qu'on peut être tous d'accord autour de cette table. L'ennemi, c'est l'islamisme. Et l'ennemi, c'est les frères musulmans et les salafs. William. Alors, il y a deux questions. Il y a une question qui est politique et stratégique en vue de l'élection, et il y a une question de politique publique sur comment faire pour combattre la question du port du voile et la question des territoires perdus de la République. Sur le premier point, c'est la question du vote stratégique. En fait, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est composé en partie d'un électorat d'origine et d'immigrés de descendance arabo-musulmane et donc de confession qui a été un vote très communautaire, et je pense que c'est un vote en réponse à la montée d'Éric Zemmour. Ils se sont portés sur Jean-Luc Mélenchon pour montrer notamment que la gauche était supérieure au score d'Éric Zemmour, et donc du coup sur la question du combat identitaire, Zemmour a perdu et Mélenchon a plutôt gagné cette bataille. Quand vous regardez du coup ce premier combat, vous êtes à la place de Marine Le Pen. Ce que vous voulez faire, en fait, c'est ne pas avoir un vote barrage, comme l'a rappelé Patrick Kéram, des 5 millions de musulmans appelés à voter contre elle. Parce que si par cas elle se prend ce vote barrage, elle est quasiment certaine de perdre l'élection le second tour de l'élection présidentielle. Et donc, par conséquent, elle fait évoluer petit sa position en passant sur des positions plutôt de celles tenues par Jean-Marie Le Pen et celles portées par Éric Zemmour.
sur une position qui est plutôt classique et qui vient plutôt de la gauche républicaine, qui n'est pas différente de celle que portait Bernard Cazeneuve ou les laïcards comme Gérard Collomb. Voilà, je pense que stratégiquement, en tout cas, elle fait ça. Du côté d'Emmanuel Macron, quand vous regardez le meeting à Marseille, regardez sa sociologie électorale et les gens qui sont venus au meeting, ce que vous voyez notamment, c'est que c'est plutôt, en fait, en parlant d'écologie, il s'adresse à la gauche urbaine, plutôt bobo. La difficulté qu'a Emmanuel Macron, c'est qu'il n'arrive pas encore à attirer avec lui l'électorat communautaire musulman qui pourrait voter pour lui en barrage à Marine Le Pen. Et c'est là l'enjeu. Il reste encore 2 meetings. Hein. C'est ça l'enjeu du moment sur cette question-là, sur la question du voile. Et c'est pour ça que les deux candidats ont fait évoluer leur position en acceptant plutôt une position du coup classique gauche républicaine plutôt que sur un combat civilisationnel identitaire que Zemmour a déjà perdu. Ça, c'est vraiment l'élément important. Sur le deuxième point, sur la question de la politique publique, la difficulté, elle est double sur la question du voile. C'est que d'une part, il faut délimiter ce que c'est que l'espace public. Est-ce qu'on prend les rues en compte dans l'espace public ou pas? Et dans ce cas-là, si on prend les rues, comment on fait pour interdire la question du contrôle, le port du voile dans les rues? Et deuxième point, dans les lieux, c'est beaucoup plus simple. Mais ensuite, après, se pose la question des territoires perdus de la République. Moi, je pense que ce qui se joue au XXIe siècle, c'est la question du modèle français. Nous avions eu deux choix avec la question de la mondialisation. Soit nous gardions notre modèle unitaire qui s'appelait le modèle d'exception culturelle français, donc laïque, modèle unitaire, unique, etc. Soit on s'imposait petit à petit, on se tournait vers plutôt un modèle anglo-saxon dit multiculturel, avec des accommodements raisonnables du peuple déjà existant, qui, pour accueillir des autres peuples, faisait des accommodements dits raisonnables. Oui. Quand vous allez à Londres, effectivement, il y a toutes sortes de signes religieux et tout le monde vit avec et il n'y a aucun problème. Ça. Et moi, je pense que ce qui se joue du coup sur l'élection présidentielle sur cette question-là, ou même plus globalement au XXIe siècle, c'est la question de est-ce qu'on veut souhaiter conserver notre modèle et dans ce cas-là, ces personnes votent davantage pour Marine Le Pen, soit on est prêt à faire ce qu'on dit des accommodements raisonnables et donc du coup, on se tourne davantage vers Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a fait évoluer petit à petit sa position. Il était plutôt sur une ligne Justin Trudeau en 2017. Et là, il est plutôt sur une niche gauche républicaine. Et je pense que s'il réussit cette mue, il gagnera vraisemblablement l'élection présidentielle. Mais à terme, se posera la question des politiques publiques et donc du coup la question des territoires perdus de la République. Et implicitement, c'est ça qui se joue parce que vous ne pouvez pas avoir sur un territoire avec un pays de tradition catholique et donc attaché au principe d'égalité, avoir des territoires en France où vous n'appliquez pas la même loi. Et c'est pour ça qu'on parle de territoire perdu de la République et c'est pour ça que les Français veulent reprendre en main le contrôle de leur territoire et pour imposer les lois. Et sur cette question-là, la difficulté, c'est de savoir comment on fait. Moi, je pense qu'il y a plusieurs points. La question première, c'est la question de la volonté politique. Donc, une reprise en main du politique, c'est ce qu'avait alerté Gérard Collomb lorsqu'il quittait le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous vivons côte à côte. Demain, nous vivrons peut-être face à face. Il y a un deuxième point, c'est la question de la politique de la ville. Est-ce qu'on peut, avec la loi SRU, avoir avec 25-30% de logements sociaux, ne pas avoir de politique communautaire à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut casser la loi SRU pour dispatcher davantage les logements sociaux et donc comment favoriser la mixité sociale. Troisième point, c'est la question de la politique éducative. Est-ce que actuellement la politique des ZEP est suffisante pour sortir les gens des quartiers vers une intégration républicaine? Moi, je pense qu'il faut créer des internats d'excellence pour permettre aux familles de ces quartiers de scolariser leurs enfants dans des éducations de qualité et croire au modèle républicain. Et après, il y a un quatrième point, c'est le sport et l'intégration dans la vie de la société. Si par cas un candidat à la présidentielle, c'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse unique, propose une réponse globale qui ne va pas prendre 5 ans, ça ne va pas prendre 5 ans pour faire ça, ça va prendre 20 ans à 30 ans, c'est ce qu'ils ont fait à New York, c'était le maire Giuliani qui a fait ça dans le quartier du Queens, donc ça met 10, 15, 20 ans, et donc du coup, il faut apporter une réponse maintenant pour avoir des résultats en 2040. Et justement, il y a eu quelques éléments de réponse dans le discours d'Emmanuel Macron qu'on a suivi tout à l'heure en direct à 15h. On va faire une nouvelle pause dans les débats d'Europe Soir, 19h36, et puis nous sommes là jusqu'à 20h avec les débatteurs. Allez, à tout de suite. Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Eh oui, j'ai ouvert mon micro avant. Le réalisateur Julien Blanc me regarde, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont assez dissipés, nos débatteurs, mais en même temps, c'est ça, c'est le débat, c'est la vie, c'est comme ça. Eduardo Riancipel, Patrick Caram, Andrea Cottarach et William Tay qui vient de nous faire d'ailleurs une digression. On était parti du voile, on est arrivé effectivement au vote communautaire, mais c'est vrai, et Eduardo Riancipel va réagir là maintenant tout de suite, parce que il y a un vote dimanche prochain, et tout cela est à prendre en compte. Oui, d'abord, je voudrais dire un mot parce que je n'ai pas eu l'occasion de dire. Je voudrais remercier vivement Patrick Caram et aussi Valérie Pécresse d'avoir clairement appelé à voter pour Emmanuel Macron. Pas simplement à dire pas une voix pour J'ai cru que vous alliez dire dès le premier tour. Non, après le premier tour, ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont appelé clairement à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage. Attendez, je termine si vous permettez. Il n'a pas l'air d'assumer. Non, on assume totalement. Valérie Pécresse a dit qu'elle voterait Emmanuel Macron. J'ai dit que je voterais Emmanuel Macron, mais nous n'appelons pas les électeurs
à voter parce que on n'est pas propriétaire des voix des électeurs. C'est une Attention, différence. Mais ça revient à ce que tu dis. Vous êtes en train de parler comme Jean-Luc Mélenchon. Je remercie. Eduardo rien à voir. On vote Emmanuel Macron. On ne dit pas choisissez, ne votez pas un tel. Vous me l'avez énervé là. Eduardo, allez-y, continuez. Moi, vous inquiétez pas. Il faut y aller, c'est juste dans un match de football que je peux m'énerver. Non, et je remercie Karam et Pécresse d'avoir clairement appelé à voter pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, pour répondre à l'incohérence et à la confusion et peut-être même au mensonge de Madame Le Pen, elle a dit qu'elle aurait voulu et qu'elle voudrait Arnaud Montebourg dans son gouvernement. Alors c'est curieux, Montebourg, il a appelé à voter Macron clairement aussi. Donc vous voyez, c'est quand même curieux. On a Madame Le Pen qui nous dit « Moi, je mettrai dans mon gouvernement Monsieur Montebourg ». Ah bah manque de bol, Monsieur Montebourg, il dit qu'il faut appeler voter à Macron. Et donc Très bien. Oui. Troisième point. Moi, si vous répétez tout deux fois, on est mal. Je suis en désaccord avec l'idée de réduire le vote des quartiers populaires français à un vote communautaire. Cette année, ils ont clairement voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon parce que c'est un vote un peu social, à gauche. De la même façon qu'en 2007, les quartiers populaires en France avaient à 80% face à Nicolas Sarkozy voté pour Ségolène Royal. Ça n'avait rien de communautaire, c'est parce que d'une part, la gauche a tendance à protéger les catégories populaires en termes de soutien social, de pouvoir d'achat, et en même temps, parce que ces quartiers populaires, parce que beaucoup, en effet, sont d'origine immigrée, ne peuvent pas se reconnaître dans un discours où ils sont insultés tout le temps. Voilà, c'est comme ça. Enfin, pour répondre au problème, évidemment, de lutte contre le communautarisme, parce que je suis d'accord avec vous, il faut répondre aux problèmes sociaux pour améliorer les conditions de vie dans ces quartiers populaires. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron ? Il a dédoublé les classes de CP. Ça, c'est fait déjà. Dans tous les quartiers populaires où ça a été dédoublé les classes, c'est pour améliorer. Oui, il y a un bilan et vous pouvez le consulter. Et il a proposé d'aller plus loin cette fois-ci, de dédoubler pas simplement maintenant les CP dans les quartiers populaires, mais de dédoubler les CE1, les CE2, les CM2 et les CM1. Donc, de dédoubler partout, c'est de continuer ce qu'il réussit. Continuer ce qu'il réussit. Et enfin, je voudrais dire quand même juste un fait politique. Un fait politique. Qui soutient Marine Le Pen au second tour parmi les candidats du premier tour ? Éric Zemmour. Éric Zemmour soutient clairement Marine Le Pen. C'est ce Zemmour-là dont on n'a pas voulu, avec tout ce qu'il porte, toute cette haine, ce discours y compris où il allait chercher à réhabiliter en partie Pétain, Dreyfus, avec ce discours violentissime contre les Français de confession musulmane. Donc, à un moment, moi je suis simple dans la vie. 2 points, ça fait une ligne. Donc Zemmour soutient Le Pen. Et je dis aux Français, réfléchissez au camp qu'incarne Madame Le Pen. Les faits parlent. Arrêtez d'écouter les discours. Regardez les faits politiques. Andrea Cottarach, pour Marine Le Pen. Non, juste une précision de contexte quand même. C'est que Marine Le Pen est en tête dans 22 000 villes. 22 000 villes sur 36 000. Donc d'abord, on pose les choses. Deuxième point. D'où est-ce que vous tenez ça ? C'est le chiffre. Non, mais ça, c'est pas faux. Sauf que la démographie n'est pas importante dans ces villes. Et d'ailleurs, elle est arrivée derrière au second tour, c'est tout. Non, mais c'est comme si elle était arrivée en tête de l'élection présidentielle. Excusez-moi, pardon. On a l'impression qu'elle a fait 30% au premier tour. À un moment donné, pour rappeler des vérités. Andrea Cottarach continuer, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai interrompu. Andrea, pas de souci. Deuxièmement, je crois que M. Riancipel ne sait pas du tout ce qu'Emmanuel Macron a fait durant son quinquennat sur les quartiers. Vous savez, Emmanuel Macron, il s'est au moins posé la question, ce que vous ne faites même pas, de savoir si la politique de la ville était efficace. En faire un bilan. On a dans notre pays 400 milliards d'euros qui ont été déversés de la poche des Français dans ces quartiers. Très bien. Quels sont les résultats ? Monsieur Borloo a fait un rapport qui d'ailleurs n'était pas si inintéressant que ça, sur le fait que le déverser de l'argent n'était pas forcément efficace pour faire en sorte que les gens ne s'appauvrissent pas, n'était pas forcément efficace pour bloquer le communautarisme. Et qu'a fait Emmanuel Macron ? Il l'a mis à la poubelle. Il a mis à la poubelle ce rapport et je crois que c'est une véritable erreur. Premier point. Deuxième point, on nous dit qu'on est laïque, etc. Mais l'homme qui parle de laïcité positive, c'est-à-dire qui veut revoir les choses, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Qui soutient Nicolas Sarkozy ? Monsieur Macron. Celui qui parlait de laïcité moderne, c'est la même chose du côté d'Emmanuel Macron. Quand on dit Monsieur Montebourg soutient Macron, etc., vous savez, Monsieur Riancipel était socialiste et il y avait quelqu'un qui avait fait une campagne de Ségolène Royal qui s'appelait Monsieur Besson. Et quand Sarkozy a gagné, c'est devenu son ministre. Donc si vous voulez, tous ces trucs de politiciens, ça n'intéresse pas les Français. Moi, je vais revenir au sujet principal. Il faut essayer de lire un petit peu David Valla et son bouquin « Terreur de jeunesse ». On a eu un débat ici sur le communautarisme, sur les musulmans, etc. Qu'est-ce qu'il dit ? Point 1, on s'attache souvent à expliquer ou à définir la femme qui porte le voile. Mais c'est certainement des femmes parfois exceptionnelles, parfois diplômées. Mais ce n'est pas la femme qui porte le voile qui nous intéresse, c'est le voile que porte cette femme.
Quel est le sens politique de ce tissu? Quel est le sens politique? Pourquoi est-ce qu'elle le met? Premier point. Deuxième point, tous les musulmans, et particulièrement les musulmanes, ne portent pas le voile, fort heureusement. Donc il ne faut pas résumer ça un peu bêtement, et on va dire de manière électorale, aux musulmans et au voile. Troisième point, vous avez des soutiens d'Emmanuel Macron comme Zineb El Razaoui, qui dit des choses extraordinaires, mais quand Emmanuel Macron a dit que le féminisme c'était le voile, elle a dit ah non, par contre ça je peux pas. Ça, je peux pas. Mais elle soutient et Macron. Si vous voulez, on a certains. J'étais avec elle au meeting. On a certains hommes politiques. Je finis juste sur un point. Si je peux juste baratiner tant que vous voulez. D'accord, je peux juste terminer sur un point. Mais elle, s'il vous plaît, Macron. C'est très bien. Sauf qu'elle n'est pas d'accord avec lui. Donc, voilà. Elle est tellement pas d'accord qu'elle le soutient. Je trouve qu'il y a des élus de la République qui prennent pas trop au sérieux l'islamisme, cette doctrine politique qui est parfois travaillée par des docteurs, qui est travaillée dans les universités et qui a une véritable stratégie. Quand j'entends Madame Autain, qui elle aussi appelle à faire barrage, etc. Après les attentats du Bataclan, elle nous explique que si Daesh existe, c'est parce qu'il manque des services publics. Vous l'avez bien connu alors, Clémentine? Non, moi, puisque c'était pas une mélanchoniste canal historique, ce qui est mon cas. Mais attendez, c'est prendre vraiment l'islamisme vous comme n'êtes pas posé la question pourquoi des gens aussi différents les uns des autres ne veulent pas de vous. Vous êtes des démocrates. Pourquoi tout le monde ne veut pas de vous? Passez votre journée à couper la parole de vos adversaires. C'est vrai que vous avez un problème avec la démocratie. Vous avez un problème avec le débat. Vous voulez parler tout seul? S'il vous plaît, laissez-le terminer. On n'est pas dans un monologue. Bon. Je peux reprendre, s'il vous plaît? Si on est dans un monologue, Monsieur Larbridge, je veux pas le carton. Andrea Cotara. Muselez-moi tant que vous voulez, les Français veulent plus de démocratie, voteront Marine. Dernier point, la réalité de l'islamisme, c'est 39 000 attentats dans le monde depuis 1979, donc c'est pas une question de bureau de poste en Seine-Saint-Denis. Et Jean Jaurès, moi je suis profondément jaurésien, disait, le courage, monsieur, c'est de chercher de la vérité et de la dire. Non, mais j'ai pas manifestement vous la cachez. Pour m'apprendre Jaurès, excusez-moi. Là, je me laisse pas faire. Caram. Oui, je vais prendre un peu de hauteur. Non, il ne faut pas considérer que la question de l'islamisme en France, c'est une question sociale. J'en ai marre. J'en ai marre que ce soit toujours le premier point qui revienne systématiquement. Je veux quand même rappeler que dans les années 50, la France avait imposé son modèle culturel dans le monde. Vous alliez en Égypte, les élites parlaient français. C'est la même chose au Liban, en Iran, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, etc. Ils parlent français. Les femmes, beaucoup ne portaient pas le voile. Et certaines allaient, vous les retrouviez, y compris en Afghanistan, vous les retrouviez à la plage en maillot. Et voilà. Et ça, c'était les années 50. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons en France? Nous avons une inversion des valeurs. C'est-à-dire que la France qui a cédé à cette question-là, la France qui a abandonné ses chrétiens d'Orient, je rappelle quand même que ça fait partie de c'est notre socle fondateur, c'est les fondations de notre identité, les chrétiens d'Orient. Je préside la coordination des chrétiens d'Orient, je le dis de manière très claire. Nous ne pouvons pas continuer à reculer. Je demande donc que le prochain président de la République réarme la France. La France doit retrouver une identité qui n'est pas uniquement hexagonale. Elle doit se projeter dans le monde. Elle doit avoir une politique culturelle et d'influence, comme elle l'a fait pendant tous les derniers siècles et qu'elle a abandonné. Voilà le prochain projet pour le président de la République. Et il faut commencer, peut-être, et c'est une proposition que je fais à Emmanuel Macron, on a son porte-parole ici, je lui demande de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons déposé une plainte contre Daesh. Je parle de la CREDO que je préside, la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Une plainte pour crime contre l'humanité. C'est bloqué. C'est bloqué. Comment ça a été bloqué? Ça a été bloqué après l'instruction en disant il faut maintenant que le Conseil de sécurité nous donne le feu vert parce que la Syrie et l'Irak ne sont pas membres. Emmanuel Macron décide, avec l'Union européenne, de saisir, parce qu'il faut sanctionner ces criminels-là. Deuxième élément, il faut laisser les chrétiens d'Orient et les aider à revenir, reconstruire les églises. Eh bien, il faut qu'ils fassent une grande conférence internationale pour demander au monde entier de venir participer et de financer la reconstruction des villages et des églises chrétiennes. Troisièmement, il faut exiger de ces États la réciprocité. Ce que je veux dire, c'est que les musulmans ici, quand ils sont discriminés, vous avez des instituts pour combattre ces discriminations. Nous finançons des associations pour le faire. Vous avez le défenseur des droits. Dans ces pays-là, les chrétiens sont discriminés et c'est systémique. Ils sont discriminés, persécutés, massacrés. Que le président de la République française exige des pays arabes avec lesquels nous travaillons, arabo-musulmans, et bien qu'il exige effectivement qu'on les traite comme des citoyens égaux en droits et devoirs avec les musulmans. Andrea Cottarach pour Marine Le Pen. Écoutez, ça va être assez court parce que je veux confirmer ce que dit M. Karan sur les chrétiens d'Orient. Moi, je suis allé sur le terrain, je les ai aidés au Liban, en Syrie et notamment en Égypte. Donc, je partage tout à fait à la fois l'analyse et le diagnostic. Donc, nous,
on le fera si Marine Le Pen est au pouvoir, parce que je sais très très bien. Je n'ai rien vu dans votre programme dessus. Rien. Moi, j'y suis allé personnellement. Moi, j'ai fait de l'aide humanitaire. Pareil alors, pour l'Ukraine. Ce soir, sur Europe 1, vous engagez à Exactement. suivre Alors là, je m'engage à 100%. l'appel de Patrick Caram. Voilà. Et deuxièmement, moi j'ai été formé par Jean-Luc Mélenchon. La laïcité, elle se défend, mais elle se défend partout. J'ai l'impression qu'il y a un regret quand même de Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est il fallait voter pour lui. Hein. Non, le regret que j'ai pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a totalement changé sur la laïcité, qu'il l'a abandonné. Ça, c'est mon plus grand regret. Maintenant, je vais juste terminer. Moi, à l'époque où il était laïque, à l'époque où Henri Pénard-Ruiz le faisait réfléchir sur la laïcité et qu'il était son maître à penser, Mélenchon nous disait la laïcité, elle se défend, mais si elle se défend en France, elle se défend ailleurs. Je partage à nouveau le diagnostic. Lui, c'était sur le Tibet, vous vous en souvenez, il n'avait pas défendu le Dalai Lama parce qu'il considérait cet homme comme un chef religieux. Non mais Mélenchon, il vous aime tellement bien qu'il a dit aucune voix pour vous, mais de manière extrêmement nette, en répétant 150 Est-ce fois. qu'on peut prendre un peu de la hauteur, vous êtes un peu masochiste. On redescend sur... Je vous laisse terminer, je lui laisse la parole parce que je crois qu'il a très envie de parler. Qui redescende. Mais juste, quand on défend la laïcité, est-ce qu'on peut travailler, je le redis, pardonnez-moi, mais là encore, j'ai aucune réponse, avec l'Arabie Saoudite, qui est juste l'exact inverse de la République laïque? Est-ce qu'on peut travailler avec un pays qui condamne l'homosexualité? Est-ce qu'on peut travailler avec un pays qui condamne à 1000 coups de fouet son citoyen pour blasphème? Est-ce qu'on peut travailler avec un pays comme ça qui sème l'inégalité entre l'homme et la femme? Non. J'ai juste une petite question, si vous faites William référence... Juste une question, après je reprends la parole après. Mais est-ce que vous trouvez pas qu'il y a une contradiction de faire référence au général de Gaulle et de critiquer la réelle politique? Juste une question dessus, en fait. Qu'est-ce que parce vous que savez, quand vous regardez Ben Salman, il nous a aidés face à Erdogan. Il nous a aidés sur les manifestations. Non, c'est à moi la question. Du coup, je suis très content de lui répondre. Vous savez, la réelle politique, oui. Défendre les intérêts de la France, oui. Est-ce que défendre la France à travers un islamiste comme Erdogan, ça vaut un génocide au Yémen? Est-ce que ça vaut la pire crise humanitaire du monde selon l'ONU? Ma réponse est non. Nous, au Rassemblement National, on n'est pas humaniste à géométrie variable, on est humaniste tout court. Mais là, c'est pas de la réelle politique, là, c'est la politique des droits de l'homme de Bernard-Henri Lévy. Non. D'accord. Alors, pardon, moi je veux dire juste une chose. Il appartient au gouvernement de pratiquer la réelle politique. Ça, tu ne pouvais pas le contester. Et il appartient aux citoyens de penser autre chose. Moi, ce que fait Erdogan, le génocide qui est en train de se faire dans le Karabakh aujourd'hui, on ne peut pas l'accepter. C'est l'ennemi supérieur de l'Europe. Ben Salman, excusez-moi, mais non, mais pardon. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité sur Ben Salman. Effectivement, il ouvre son pays. Mais je n'oublie pas que l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays du Golfe ont semé l'islamisme dans le monde entier. Au départ avec l'aide des Américains, avec le plan-seing des Américains, mais ils ont semé l'islamisme. Et qu'aujourd'hui encore, le Qatar finance nos ennemis, que ce soit au Tchad, que ce soit en Libye ou ailleurs, ou en Afrique. Ils financent les djihadistes contre nos intérêts français et nos soldats. Il ne faut pas oublier ça. Et c'est pour ça, je vous le dis, je suis vice-président de la région Île-de-France chargé des sports. Je n'ai jamais mis les pieds au PSG. Et c'est pas parce que je n'aime pas le PSG, c'est parce que l'actionnaire principal étant le Qatar, je ne veux pas entendre parler d'aller regarder. C'est dommage, il y a un match demain. Oui, mais d'accord, c'est formidable. On vous a entendu, un pays comme ça, vous savez pourquoi il le fait? Stratégie d'influence. Il le fait pour que les élites viennent vous voir, pour que vous puissiez aller à Canossa et que vous puissiez pas le critiquer. Donc il met la main sur un certain nombre de trucs de communication. Il finance des télés, il finance des entreprises, et puis le PSG, c'est une super prise. Eh bien, moi, je ne marche pas à ça, parce que je n'oublie pas ce qui est fait pour les chrétiens d'Orient et pour le reste de nos intérêts dans le monde. Édouard Dorian-Sipel. Vous savez, on n'est pas que pour la réelle politique. On comprend le monde. Il faut le regarder avec lucidité. Le président de la République a démontré que sur les questions géopolitiques internationales, il était lucide et il savait assumer les rapports de force. Mais le président a des valeurs. Il a des valeurs. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure que pour le discours de Marseille, c'était un discours à deux axes. Un discours de valeurs et un discours de la méthode. Les valeurs, c'est l'humanisme. Les valeurs, c'est les Lumières. Les valeurs, c'est la France républicaine, c'est-à-dire tout le contraire de ce que représente la tradition politique à laquelle se rattache Marine Le Pen. Et ce que je retiens, si je prends un peu de recul par rapport à notre débat, c'est que, au contraire de la clarté sur les valeurs et sur la méthode d'Emmanuel Macron, notamment sur la question de la République et des valeurs fondamentales qui constituent notre pays, nous avons en face une candidate qui tient non pas un discours des valeurs, où elle a ses valeurs, mais c'est surtout un discours de la confusion. Ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est une très grande confusion. C'est une absence de clarté. On ne sait pas vraiment ce qu'elle pense, c'est pas clair.
Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, comme disait très justement Martine bilan, il Aubry. est clair. Il Donc est pas moi, terrible. j'en appelle tout simplement, et je fais confiance à l'intelligence des Français. Moi, c'est pas moi qui vais voter pour tout le monde. Je suis comme les autres Français, j'ai une voix. Moi, je dis aux Français, réfléchissez. Quel pays vous voulez laisser pour vos enfants? Est-ce que vous voulez la mésaventure Le Pen ou est-ce qu'au contraire vous voulez rester sur les rails de la République? Il y a le projet Macron que je soutiens qui me semble suffisamment important pour qu'on le soutienne, mais je crois qu'aujourd'hui les choses ne sont pas grises, la vie est souvent grise, mais aujourd'hui c'est clair, il y a deux bulletins et c'est blanc et noir. On ne peut pas se tromper sur le camp de la République, c'est le camp Macron. Et sur les chrétiens d'Orient, il répond pas. Évidemment qu'il répond pas. Il reste 1 minute Évidemment et je la donne à William T. Merci beaucoup. Moi, j'ai posé la question sur la question du choix du modèle, si on voulait garder notre modèle unitaire ou on voulait s'adapter au modèle anglo-saxon. Je pense qu'il s'agit de la même chose sur la question de la politique étrangère. J'entends des choses qui ont été dites. Je pense que la politique singulière gaulo-mitterrandienne qui a fait la force de la France sur l'après-Seconde Guerre mondiale était sur le fait qu'on se basait sur la question de la réelle politique. Évidemment, il ne faut pas écarter des valeurs, mais la question c'est de savoir si les pays avec lesquels on commerce, avec lesquels on négocie, soutiennent ou pas nos intérêts. Évidemment, on peut se dire que l'Arabie Saoudite, sur les 50 dernières années, a un jugement plutôt négatif sur nous. La question de savoir, c'est est-ce qu'ils sont capables de s'améliorer pour accomplir nos intérêts? Moi, je note notamment que l'Arabie Saoudite, avec d'autres pays, ont fait un embargo sur le Qatar et sur les Émirats Arabes Unis pour leur contraindre à ne plus soutenir Daesh et les organisations terroristes. En tout cas, ils ont voulu le faire. Non, c'est un prétexte. Ils ont voulu le faire. C'était pour l'aide après, sur ce politique. Alors là, pour le coup, je crois que moi je le dis. Après, sur la question. Je le dis, Emmanuel Macron, il est conforme au modèle français. Il faut le rénover. Nous avons un modèle français. Il parle d'art d'être français et il est parfaitement conforme à ce modèle. Et on n'est pas du tout dans une communautarisation, une anglo-saxonisation, je ne sais trop quoi. On veut moderniser notre modèle et je suis d'accord avec vous là-dessus. Et c'est la ligne d'Emmanuel Macron. Et moi, je pense que du coup, le double enjeu, du coup, c'est de se sauver notre civilisation pour garder notre modèle unitaire. Et sur la question de rayonnement et de la grandeur, quand on prend les grandes politiques de grandeur, ça a été à chaque fois précédé par une politique de puissance qui ensuite ont suivi la position du siècle des Lumières et de question du rayonnement. C'est la stratégie Quand vous aviez le siècle de Louis XIV, ça a ensuite suivi sur le siècle des Lumières. Et je pense que notre enjeu, c'est de redevenir fort à l'intérieur, de revenir mettre, d'avoir une stratégie claire, et ensuite, après, tout le monde le souhaite. Juste un mot là-dessus, parce que ça, c'est pas du discours, c'est pas un projet. C'est exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron et qu'il a fait au sommet de Versailles après l'invasion de l'Ukraine. Donc ça, c'est les faits. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ce que je constate simplement, c'est qu'Emmanuel Macron, à Marseille, il a parlé de révolution. Si on votait pour lui. Mais vous savez quel était le nom de son livre en 2017, avant qu'il se présente? Révolution. Après 50 bilans de mandat, je ne suis pas sûr qu'un Français croit encore en lui. C'est le principe d'une révolution, c'est de faire un tour à 360 degrés. Mais si vous ne connaissez pas la géométrie, c'est difficile. Chacun sa lecture et vous l'avez encore prouvé dans ces dernières secondes de l'émission. Merci à vous quatre, merci à Eduardo Riancipel, Patrick Caram, Andrea Cotarac et William T. Demain, le grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk et ses acolytes, Clément Beaune et Jordan Bardella. Et puis mercredi, surtout ne loupez pas, la soirée du débat de l'entre-deux tours que l'on diffusera en intégralité et le débrief autour d'Alexandre Lemaire, du JDD et de Paris Match. C'est de 20h à minuit. Moi, je vous retrouve bien sûr demain pour les débats d'Europe Soir.